Le jour du mariage de mon frère, j'ai été témoin d'un moment de passion secrète entre mon mari et ma future belle-sœur dans un coin sombre. Mais au lieu de faire une scène sur le champ, j'ai uni mes forces à celles de mon frère pour transformer ce jour de célébration en une scène de révélations inoubliables, les faisant tout perdre en quelques heures. Comment un marié trahi par sa propre fiancée pouvait-il conserver un tel sang-froid? Mon histoire peut sembler incroyable pour beaucoup, mais c'est la vérité amère et brute que j'ai dû vivre. C'était une journée ensoleillée à New York. L'hôtel Plaza était orné de luxueux rubans de soie blanche et de fleurs fraîches. D'éblouissants lustres de cristal illuminaient tout, le faisant scintiller comme une scène de conte de fées. Une musique douce et des paroles de bénédiction emplissaient l'air. Aujourd'hui était le grand jour pour mon frère Liam et ma future belle-sœur, Sophia. En tant que sœur du marié, Chloé, je ne pouvais cacher mon bonheur et ma fierté. Debout dans un coin de la grande salle de bal, j'ai souri en regardant mon frère dans son impeccable smoking. Son beau visage rayonnait de joie. Il a 5 ans de plus que moi, et depuis que nous sommes enfants, il a toujours veillé sur moi et m'a protégé. Après le décès prématuré de nos parents, il était un père, un ami, mon monde entier. Voir qu'il avait trouvé un refuge pour la vie avec une femme aussi belle et douce que Sophia remplissait mon cœur d'une chaleur infinie. Sophia avait une apparence fragile et délicate, elle parlait d'une voix douce et regardait toujours mon frère avec admiration. Pendant leur fiançailles, elle me traitait comme une véritable sœur. Je pensais que notre petite famille était enfin complète et que moi aussi, j'avais trouvé mon propre bonheur. Mon mari, Ethan, se tenait à côté de moi, son bras autour de ma taille. Il était un architecte talentueux et, à mes yeux et aux yeux de tous, l'homme parfait. Nous étions mariés depuis 5 ans et avions un mariage qui faisait l'envie de tous. Il était toujours doux et attentif, mon pilier de soutien dans toutes les tempêtes. Il me serra doucement la main et me murmura à l'oreille, « Ton frère est magnifique aujourd'hui, et ta belle-sœur ressemble à un rêve. Ils sont faits l'un pour l'autre. » J'ai souri, en posant ma tête sur son épaule, ressentant cette sensation de calme familière. Oui, j'espère qu'ils seront aussi heureux que nous le sommes. Je croyais sincèrement que j'étais la femme la plus chanceuse du monde. J'avais un frère qui m'adorait, un mari merveilleux, et bientôt une charmante belle-sœur. Je vivais dans cette bulle rose jusqu'à ce que, quelques minutes plus tard, je la fasse éclater de mes propres mains. La cérémonie allait commencer. J'ai soudain réalisé que mon mari était parti depuis un certain temps. Je voulais prendre une photo avec les mariés avant qu'ils ne montent sur scène. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai pas vu sa silhouette familière. J'ai pensé qu'il était peut-être sorti pour prendre un appel, alors j'ai marché seul vers le fond du couloir où se trouvait un petit balcon donnant sur le jardin arrière de l'hôtel. C'était un endroit plutôt calme, alors j'ai supposé qu'il pouvait s'y trouver. En m'approchant, j'ai entendu des murmures mêlés à un rire de femme. Cette voix m'était bien trop familière. J'ai ralenti le pas, mon cœur se mettant soudain à battre un peu plus vite. À travers la fente de la porte vitrée ouverte menant au balcon, j'ai vu une scène qui m'a glacé le sang. Mon mari, Ethan, était là. Et la femme qu'il tenait dans ses bras, qu'il embrassait passionnément, n'était autre que la mariée du jour, Sophia, ma future belle-sœur. Elle portait encore son immaculée robe de mariée. Mais maintenant, elle me semblait incroyablement dégoûtante et hypocrite. Le temps semblait s'être arrêté. Mes oreilles sont devenues sourdes. Tous les sons autour de moi ont disparu, et je n'entendais plus que le bruit de mon cœur qui se brisait. Je me suis appuyé lourdement contre le mur froid pour ne pas m'effondrer. Une boule s'est formée dans ma gorge, et une vague de nausée est montée dans ma poitrine. Et puis leur conversation est parvenue à mes oreilles. Chaque mot était comme un couteau aiguisé, poignardant sans pitié le dernier lambeau d'espoir qu'il me restait. « Tu es très audacieux, chérie. Se rencontrer ici à cette heure. » La voix de Sophia était enjôleuse. Ses mains étaient toujours enroulées autour du cou d'Ethan. Ethan a ricané, un rire que je ne lui avais jamais entendu, plein d'arrogance et de dédain. « De quoi as-tu peur ? Personne ne l'imaginerait. Regarde cette famille stupide qui s'active comme des marionnettes. Et son frère, ce Liam, c'est juste un imbécile amoureux. Nous avons tout sous contrôle. » Ce stupide se référait à moi. Un imbécile amoureux se référait à mon frère. J'ai serré les poings très fort. Mes ongles se sont enfoncés dans ma chair, mais je n'ai ressenti aucune douleur. Quand même, je suis un peu nerveuse, a continué Sophia. Et si tout est découvert plus tard ? De plus, je n'aime pas l'idée de vivre avec toi et ta femme.
Ethan a ri à nouveau, cette fois avec mépris. Tu n'as pas à être jalouse de cette gamine. Je l'ai épousée uniquement pour le statut d'être la fille d'une famille instruite et respectée, pour tromper le monde. Elle n'est rien de plus qu'une machine à bébé, mon bouclier. Dès qu'elle me donnera un fils, je trouverai un moyen de me débarrasser d'elle. Bientôt, toute la fortune de Liam sera à nous, et alors tu pourras avoir tout ce que tu veux, mon amour. Mon amour. Ces deux mots m'ont frappé comme la foudre. Je n'en pouvais plus. Mon monde, mes convictions, 5 ans d'amour, tout avait été brisé en un instant. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher comme un automate. Je ne savais pas où j'allais. Des larmes coulaient sur mon visage, mais je n'avais pas le courage de crier. Je ressentais juste du dégoût, un dégoût profond. Titubant, l'esprit vide, j'ai heurté quelqu'un. En levant la tête à travers ma vision brouillée par les larmes, j'ai vu une silhouette. C'était mon frère, le marié du jour. Liam, voyant mon état pitoyable, a légèrement froncé ses beaux sourcils. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai éclaté en sanglots. Entre deux sanglots étouffés, je lui ai raconté tout ce que je venais de voir et d'entendre. Je m'attendais à ce qu'il soit furieux, qu'il court vers ce balcon et qu'il fracasse tout, qu'il annule immédiatement le mariage. Mais il s'est contenté de m'écouter en silence, en me tapotant doucement le dos de sa grande main. Quand j'ai cessé de pleurer, il m'a doucement repoussé et m'a regardé droit dans les yeux. Sur son visage, il n'y avait ni surprise ni colère, seulement un calme terrifiant. Il a essuyé mes larmes avec douceur, puis m'a fait un clin d'œil, un geste significatif que seuls nous, en tant que frères et sœurs, comprenions. Il m'a murmuré à l'oreille une phrase que je n'oublierai jamais de ma vie, « Ne t'inquiète pas, l'événement principal est sur le point de commencer. » Que arrivera-t-il à cette histoire? Quel était l'événement principal dont parlait mon frère? Si vous, chers auditeurs, êtes aussi curieux que moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer le prochain chapitre de ce conte dramatique. Les mots de mon frère Liam sont tombés comme un coup de foudre dans mes oreilles, me laissant tellement abasourdi que j'en ai même oublié de pleurer. L'événement principal. Dans une situation aussi critique, alors que mon frère bien-aimé était trahi le jour de son mariage par sa fiancée et mon mari, comment pouvait-il dire quelque chose comme ça avec autant de calme? Mon esprit était en plein chaos. Je me suis dit que le choc avait peut-être été si grand qu'il avait perdu la tête. Me voyant toujours debout là, abasourdi, Liam n'a rien dit de plus. Il a simplement pris ma main fermement et m'a conduite vers le fond du couloir où se trouvait la salle d'attente du marié. Il a regardé autour de lui avec prudence et, seulement après s'être assuré que personne n'était là, il m'a poussé à l'intérieur et a fermé la porte à clé. La pièce était décorée de rubans blancs et de ballons, mais l'air à l'intérieur était lourd et tendu, presque étouffant. Chloé, écoute-moi attentivement. Liam s'est retourné et m'a regardé droit dans les yeux. Son expression n'était plus celle d'un calme terrifiant. C'était le sérieux et la détermination froide que je ne voyais que lorsqu'il prenait des décisions commerciales importantes. Je suis au courant de tout ça depuis longtemps. J'ai de nouveau gelé. Depuis longtemps? Comment? Comment était-ce possible? Liam a soupiré et a tiré une chaise pour que je puisse m'asseoir. C'était il y a 3 mois, a-t-il commencé à raconter. J'ai commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Cette femme, Sophia, montrait un intérêt excessif pour la gestion de notre entreprise. Elle posait fréquemment des questions sur les projets ou les détails de la situation financière qu'une fiancée ne se soucierait normalement pas de connaître aussi en détail. Et ton mari, Ethan, agissait avec une familiarité anormale avec elle. Des regards subtils, de petits gestes, des choses que seules les personnes impliquées remarqueraient. Un nœud s'est formé dans ma poitrine. Pendant que j'étais aveuglé par le bonheur, mon frère avait silencieusement détecté les courants sous-jacents dangereux. J'avais un mauvais pressentiment, a-t-il continué. Alors, j'ai secrètement engagé un détective privé, et ce qu'ils ont découvert était bien plus terrible que je ne l'avais imaginé. Ce n'était pas seulement de l'infidélité, Chloé. Derrière tout cela se cachait une conspiration méticuleusement calculée. Liam a ouvert son téléphone et m'a montré plusieurs photos et documents. C'étaient des photos d'Ethan et de Sophia lors de rendez-vous secrets dans des endroits luxueux. Il y avait aussi des relevés bancaires montrant d'importantes sommes d'argent transférées d'un compte non identifié vers celui de Sophia. Et ce qui m'a le plus horrifié, c'est un plan détaillé trouvé dans les emails d'Ethan. Le plan était organisé en phases.
Tout d'abord, Sophia séduirait mon frère avec sa beauté et sa fausse douceur pour l'épouser et faire officiellement partie de notre famille. Dans le même temps, Ethan, en tant que mon mari, utiliserait ma confiance pour divulguer progressivement des informations internes à l'entreprise. Leur objectif ultime était qu'après le mariage, Sophia convainque Liam de confier à Ethan la gestion de plusieurs projets importants. De cette façon, il pourrait conspirer pour détourner des fonds de l'entreprise, créer des dettes fantômes et finalement faire faillite l'entreprise que nos parents nous ont laissée pour tout prendre. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Mes 5 années de mariage, l'amour que j'avais cultivé, n'avait été qu'un coup dans leur plan. Ethan ne m'aimait pas. Il ne m'avait utilisé que comme un pion et un outil pour mener à bien sa sale conspiration. La trahison romantique s'est maintenant transformée en une haine profonde. Ils avaient non seulement piétiné mes sentiments, mais ils avaient également essayé de détruire l'œuvre de toute une vie de nos parents. Alors pourquoi? Pourquoi as-tu maintenu ce mariage en sachant tout, ai-je demandé, en levant les yeux vers mon frère. Ma voix tremblait. Liam m'a regardé et un éclair vif a traversé ses yeux. Si j'avais rompu les fiançailles, alors nous n'aurions attrapé que 2 petits poissons, Ethan et Sophia. Celui qui tirait les ficelles dans l'ombre n'aurait jamais été révélé. De plus, nous n'avions pas assez de preuves pour exposer toute leur conspiration. Mon frère a décidé de transformer le mariage lui-même en un piège, une grande scène où tout le monde pourrait assister à la pièce ensemble. Liam m'a serré la main. J'ai tout préparé. Chloé, les actifs importants de l'entreprise ont été transférés dans une fiducie sécurisée. Les projets qui les intéressent ne sont que des projets fictifs sans valeur, et j'ai installé des enregistreurs et des caméras partout. Nous devons juste attendre qu'ils se démasquent. J'ai regardé mon frère, ressentant à la fois de la pitié et de l'admiration. Il avait enduré tout cela seul, planifiant et contre-attaquant, alors que j'étais encore heureuse dans mon faux monde rose. Maintenant, j'ai besoin de toi, la voix de Liam est devenue plus sérieuse que jamais. Ton apparition, le fait que tu aies découvert la vérité à ce moment précis, est une variable à laquelle il ne s'attendait pas. Mais cela deviendra notre atout dans le trou. Ethan et Sophia ne te verront que comme une pauvre femme, le cœur brisé par la trahison. Ils ne te soupçonneront jamais en ce moment. Continue à jouer ce rôle. Continue à pleurer. Fais semblant d'être dévasté. Plus tu auras l'air misérable, mieux ce sera. Peux-tu le faire? J'ai rapidement essuyé mes larmes. La douleur brûlait encore dans ma poitrine, mais elle s'était maintenant transformée en les flammes de la haine. Mon frère avait raison. Ce n'était pas le moment d'être faible. Je ne pleurais pas seulement sur la trahison de mon mari. Je devais me battre pour la justice pour toute notre famille. Je peux le faire, ai-je hoché la tête, ma voix beaucoup plus ferme. Juste à ce moment-là, on a frappé à la porte. Monsieur Miller, il est temps que la cérémonie commence. C'était la voix de la wedding planée. Liam s'est levé et a ajusté son nœud papillon. Il m'a regardé et a souri, un sourire plein de confiance. Très bien, petite sœur. Allons-y. Le spectacle est sur le point de commencer. N'oublie pas que tu n'es pas seul. Ton frère est là. Mon frère a ouvert la porte, et nous sommes sortis ensemble. En arrivant dans le hall principal, nous avons vu Ethan et Sophia discuter joyeusement avec des invités, bras dessus bras dessous. En nous voyant, Liam et moi, Ethan s'est rapidement approché avec son expression habituelle d'inquiétude. Chloé, où étais-tu? Je t'ai cherché partout. J'ai levé les yeux vers lui. Mes yeux étaient encore gonflés à cause des pleurs. Je n'ai rien dit, j'ai juste secoué la tête et me suis rapproché de mon frère. Ethan a semblé un peu perplexe face à ma froideur, mais l'a probablement attribué à l'épuisement. La musique dans la salle de mariage est soudainement devenue plus solennelle. Le maître de cérémonie a annoncé d'une voix puissante, et maintenant, accueillons chaleureusement les stars d'aujourd'hui, le marié, Monsieur Liam Miller, et la mariée, Mademoiselle Sophia Reed. Toutes les lumières se sont concentrées sur eux, et tous les yeux étaient remplis d'admiration. Et alors que mon frère, le marié, prenait la main de cette femme, la femme qui a failli devenir ma belle-sœur, pour entrer dans la salle, j'ai souri. Mon sourire était probablement le mensonge le plus parfait de ma vie, mais c'était aussi le sourire qui annonçait la tempête à venir. Sous les lumières éblouissantes de la scène, mon frère et Sophia ressemblaient à un couple parfait. Liam affichait toujours un sourire heureux, mais je savais que cela faisait juste partie d'une performance impeccable. Elle faisait semblant d'être timide et douce, jetant de temps en temps des regards aimants à Liam.
C'était une actrice exceptionnelle. Ils ont descendu ensemble une allée recouverte de roses blanches sous les applaudissements incessants de centaines d'invités. J'étais assise au premier rang de la section familiale avec Ethan à mes côtés. Il avait toujours son bras autour de mes épaules, me murmurant de temps en temps des mots doux. Ne sont-ils pas magnifiques? J'espère que nous célébrerons aussi un anniversaire de mariage aussi grandiose. Je me suis simplement appuyé sur son épaule en silence, faisant semblant d'être enivré par l'atmosphère romantique de la cérémonie. Mais en réalité, je luttais pour réprimer la nausée qui montait dans ma gorge. Chacun de ses mots et de ses actes me semblait maintenant répugnant. Sa main sur mon épaule, la même main qui m'avait autrefois caressé avec tendresse, était la même qui avait embrassé une autre femme quelques minutes auparavant. La cérémonie s'est déroulée selon le protocole habituel. Le maître de cérémonie, avec sa voix mielleuse, a encensé l'histoire d'amour prédestiné et la rencontre de deux âmes. En l'écoutant, j'ai failli éclater de rire. Le destin? Oui, un destin tissé de conspiration et de calcul. Après les discours creux, le moment de l'échange des alliances est enfin arrivé. Une adorable fillette d'honneur vêtue de blanc immaculé est entrée sur scène avec les alliances posées sur un coussin de velours rouge. Liam et Sophia se sont fait face, prêts à échanger leurs symboles d'amour. Un instant. Soudain, une voix venue du public a brisé ce moment sacré. Toute la salle a retenu son souffle, et tous les regards se sont tournés vers la personne qui venait de parler. C'était une femme d'âge moyen. Sa tenue était assez élégante, mais son visage était rempli de colère et de douleur. Elle était accompagnée d'un homme plus âgé, probablement son mari. J'ai vu Sophia sur scène tressaillir légèrement, et son visage est devenu pâle pendant un instant. Mon frère est resté calme, comme s'il avait anticipé l'apparition de cette femme. « Excusez-moi, qui êtes-vous? Que se passe-t-il » Le maître de cérémonie a tenté de maîtriser la situation. La femme n'a pas répondu, mais s'est dirigée directement sur la scène et s'est plantée devant Sophia. « Sophia, me reconnais-tu » a-t-elle dit, sa voix mêlant colère et déception. Sophia a reculé d'un pas, son visage si pâle qu'il était exsangue. « Madame, comment? Comment êtes-vous ici? Pourquoi? Pourquoi ne devrais-je pas être ici » La femme a ricané amèrement. « Je suis venue voir comment ma future belle-fille, celle qui a juré un amour éternel à mon fils, est sur le point de devenir la femme d'un autre. Je suis venue réclamer justice pour mon fils. » Un murmure a commencé à se répandre parmi les invités. Future belle-fille, fils, que se passe-t-il? Ethan, assis à côté de moi, était également surpris. Que se passe-t-il, Chloé? Qui est cette femme, m'a-t-il demandé. J'ai simplement secoué la tête, feignant une surprise et une confusion égales. La femme s'est tournée vers les invités et a élevé la voix. Mesdames et messieurs, je suis désolé d'interrompre ce jour heureux, mais il y a quelque chose que je dois dire. Cette jeune femme sur scène, Sophia, était la fiancée de mon fils. Ils se sont aimés pendant 5 ans, ont célébré leur fiançailles et attendaient juste la date du mariage. Mais en quelques mois seulement, elle a changé d'avis et est partie avec un homme plus riche, laissant mon fils dans une terrible douleur. En terminant, elle a sorti une pile de photos de son sac à main et les a jetées sur la scène. Des photos de Sophia avec un autre homme dans des poses affectueuses jonchaient le sol. Il y avait aussi des photos de leur fête de fiançailles. Un halètement collectif a résonné dans la salle. Désormais, tous les regards dirigés vers la mariée n'étaient plus d'admiration, mais de curiosité, de doute et de reproche. Sophia est restée figée sur scène, le visage aussi blanc qu'un linceul. Elle a tenté de s'expliquer, en bégayant, « Non, ce n'est pas comme ça. Cette personne et moi, nous avons rompu il y a longtemps. » Rompu? La femme a ricané à nouveau. Quelle impudence vous avez! Maintenant vous mentez. Il y a à peine 3 mois, vous avez pris de l'argent à mon fils pour faire du shopping et des investissements. Vous l'avez trompé et utilisé. Comment pouvez-vous le trahir ainsi maintenant? Sophia n'a rien pu dire et a regardé Liam avec des yeux suppliants. Mais mon frère, le marié et celui qui aurait dû être le plus furieux, s'est contenté de croiser les bras et de la regarder avec une froideur et une distance inhabituelles. Moi, assise en bas, j'ai regardé la pièce se dérouler en silence. Je savais que c'était le premier acte que mon frère avait préparé. Il avait retrouvé l'ex-petite amie que Sophia avait abandonnée et avait invité sa mère ici. Il voulait arracher le masque d'innocence et de pureté de Sophia devant tout le monde. Voyant la situation dégénérer, Sophia a soudainement serré sa poitrine,
a titubé et s'est effondré sur scène, feignant un évanouissement. Oh mon Dieu, la mariée s'est évanouie. Certaines personnes ont crié. La famille de Sofia, dont je savais qu'elle n'était que des acteurs engagés, s'est précipitée sur scène, créant une scène chaotique. Au milieu de tout cela, Liam s'est lentement approché et a baissé les yeux sur Sofia évanouie. Il n'a montré aucune inquiétude, mais plutôt un léger sourire. Il a pris le microphone des mains du maître de cérémonie stupéfait. Mesdames et messieurs, sa voix a résonné, ferme et claire, étouffant tout le bruit. Je suis désolé de vous avoir montré une pièce aussi désagréable, mais je crois que la vérité doit toujours éclater. Il a jeté un coup d'œil à Sofia, qui jetait un coup d'œil à la réaction de la foule. Vous jouez très bien, Miss Reed, mais je pense qu'il est temps de mettre fin à cette farce. Ces mots ont été comme un seau d'eau froide pour tout le monde. Sofia, surprise, a rapidement fermé les yeux, mais il était trop tard. Tout le monde l'avait vu. Et pour rendre cette pièce encore plus intéressante, a poursuivi Liam, j'aimerais inviter un autre invité spécial sur scène, quelqu'un qui est très étroitement lié à cette mascarade. Il a regardé vers l'endroit où Ethan et moi étions assis, et mon cœur a commencé à battre plus vite. Je savais que c'était notre tour de monter sur scène. Les projecteurs de la scène se sont soudainement dirigés directement sur Ethan et moi, faisant de nous le centre d'attention. Des centaines de pères d'yeux curieux et surpris étaient fixés sur la section familiale. Ethan était stupéfait, ne comprenant pas ce qui se passait. Il s'est tourné vers moi et a chuchoté d'une voix confuse, « Qui votre frère appelle-t-il ? Un invité spécial ?» Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardé avec des yeux remplis de larmes, avec une expression innocente et impuissante. Je savais que c'était mon tour de jouer. Sur scène, Liam a continué, en élevant la voix. Cette fois, il s'est adressé directement à mon mari. La personne que je veux inviter n'est autre que mon beau-frère, l'architecte, Ethan Thompson. Pourriez-vous s'il vous plaît monter ici et partager cette joie avec nous ? Cette invitation soudaine a provoqué encore plus d'agitation dans la salle. Les gens ne comprenaient pas pourquoi le marié appellerait son beau-frère sur scène à un moment aussi délicat. Ethan était complètement paralysé. Il m'a regardé, puis a regardé la scène, et son visage est devenu pâle. Il a probablement commencé à sentir que quelque chose n'allait vraiment pas, mais face à l'invitation publique de son beau-frère et au regard de centaines de personnes, il n'a pas pu refuser. « Vas-y, chérie », ai-je dit doucement, en lui donnant une légère poussée dans le dos. D'un ton innocent, j'ai ajouté, « Peut-être que Liam veut que tu partages le secret d'un mariage heureux. » Mes mots ont été comme une piqûre d'épingle, mais suffisante pour faire tressaillir Ethan. Il a dégluti difficilement et, forçant un sourire, s'est lentement levé et s'est dirigé vers la scène. Chacun de ses pas semblait peser une tonne. Quand Ethan est monté sur scène, Liam a passé un bras autour de ses épaules d'une manière affectueuse et s'est adressé au public. « Mesdames et messieurs, ne trouvez-vous pas que mon beau-frère est beau et talentueux ? Je suis très fier d'avoir un beau-frère comme lui. Non seulement c'est un architecte talentueux, mais aussi un mari merveilleux qui aime profondément ma sœur. » Les éloges de Liam ont encore plus déconcerté Ethan. Il n'a pu que sourire maladroitement sans dire un mot. Et peut-être, a poursuivi Liam, sa voix devenant soudain significative, qu'il est si parfait que non seulement ma sœur l'aime, mais que d'autres femmes l'aiment aussi. N'est-ce pas, ma chère mariée ? Liam s'est tourné vers Sofia, qui était toujours allongée sur le sol, faisant semblant d'être inconsciente. Mais en entendant cela, j'ai vu ses paupières trembler légèrement. Le visage d'Ethan était maintenant aussi blanc qu'un linceul. Il a commencé à transpirer froid et à tenter de se dégager du bras de Liam. « Beau-frère, qu'est-ce que tu dis ? Tout le monde comprend mal les choses. » Malentendu ? Liam a éclaté de rire, un rire sans aucune chaleur. « Eh bien, laissez-moi montrer à tout le monde ce qu'est le malentendu. » En terminant, Liam a fait signe à l'équipe technique. Les deux écrans LED énormes de chaque côté de la scène, qui affichaient à l'origine des photos romantiques des mariés, se sont soudainement éteints, puis se sont rallumés. Mais cette fois, l'image qui est apparue n'était pas de rose ou de bougie. C'était une vidéo enregistrée depuis un angle caché sur le balcon. Toute la salle a halté. La même scène que j'avais dû regarder à peine une heure auparavant s'est déroulée de manière vivante sous les yeux de centaines de personnes, mon mari Ethan embrassant passionnément et embrassant la mariée Sofia vêtue de sa robe de mariée immaculée. L'audio a également été enregistré avec une grande clarté. Chacun de leurs mots dégoûtants a résonné dans toute la salle. Cette famille stupide à elle qui court partout comme des marionnettes.
Et ce Liam, il n'est qu'un imbécile amoureux. Je l'ai épousée seulement pour tromper le monde. Elle n'est rien de plus qu'une machine à bébé. Toute la salle de bal a semblé exploser. Des cris, des insultes et des regards de mépris ont plu impitoyablement sur les deux personnes sur scène. Le drame le plus sordide d'adultère et de trahison était projeté de la manière la plus vivante possible. Sophia ne pouvait plus maintenir sa feinte d'évanouissement. Elle a bondi, pâle et tremblante de la tête aux pieds. Ethan pouvait à peine se tenir debout. Il a reculé de quelques pas et, pointant l'écran, a balbutié « Non, ce n'est pas vrai. C'est monté. C'est faux. » Mais ces faibles mots n'ont pas pu calmer la colère de la foule. Ordure. Quel couple de tricheurs. Je n'arrive pas à y croire. Des insultes ont fusé de toutes parts. La fausse famille de Sophia ne pouvait pas non plus continuer à jouer. Ils sont restés figés, le visage rouge de honte, ne sachant pas quoi faire. Et j'étais toujours assise au premier rang. Les larmes ont recommencé à couler. Cette fois, ce n'était pas un acte. C'étaient des larmes de douleur d'avoir à revivre cette scène et à entendre ces mots venimeux à nouveau devant tant de gens. J'ai couvert mon visage de mes mains, mes épaules tremblant. Je devais dépeindre l'image d'une victime misérable, d'une épouse complètement brisée par la cruelle vérité. Sur scène, Liam m'a regardé et un éclair de compassion a traversé ses yeux, mais il a été rapidement remplacé par une froide détermination. Il s'est approché et a arraché le microphone des mains du maître de cérémonie. « Mesdames et messieurs », a-t-il crié. Sa voix avait une force invisible qui a instantanément fait taire la salle chaotique. Avez-vous tous vu? C'est le vrai visage de la femme que j'étais sur le point d'épouser et de l'homme que je considérais autrefois comme mon beau-frère, membre de ma famille. Il s'est tourné vers Ethan et Sophia. Son regard était comme deux couteaux. Avez-vous deux autres choses à dire, ou voulez-vous que je vous montre quelque chose d'encore plus intéressant? Ethan et Sophia, désespérés, n'ont pu que secouer la tête. Ils étaient complètement acculés sans aucun moyen de s'excuser. Mais tout cela, a poursuivi Liam, sa voix devenant encore plus mystérieuse et effrayante, ne s'arrête pas là. Ce drame d'infidélité n'est en fait que la pointe d'un iceberg beaucoup plus grand. Toute la salle est retombée dans le silence. Tout le monde se demandait ce que le marié voulait dire. Liam a sorti une pile de documents de la poche de son smoking et l'a tenue haute pour que tout le monde puisse la voir. Ce qu'il voulait vraiment, ce n'était pas l'amour, mais ceci. Qu'est-ce qui se trouvait dans cette pile de documents? Et quel lien cela avait-il avec la personne qui, selon mon frère, tirait les ficelles dans l'ombre? Tous les regards étaient fixés sur la pile de papier dans la main de mon frère, attendant qu'une vérité encore plus terrible soit révélée. La pile de documents dans la main de Liam était comme un objet mystérieux qui captivait l'attention de tous. Toute la pièce retenait son souffle, attendant de voir dans quelle direction ce drame allait se dérouler. Ethan et Sophia ont également levé les yeux, et dans leurs yeux désespérés, la terreur se reflétait maintenant. Ils savaient probablement mieux que quiconque ce que contenaient ces papiers. Avant de vous dire ce que c'est, a dit Liam d'une voix lente et claire, j'aimerais vous raconter une petite histoire, l'histoire d'un vieux renard rusé qui a utilisé deux moufettes pour voler un poulailler. Il a balayé la pièce du regard, son regard perçant à travers certains des invités assis dans la section VIP. J'ai remarqué un homme d'âge moyen au visage rond et vêtu d'un élégant costume gris se tendre soudainement. Il a toussé légèrement et a ajusté sa cravate. Le renard, a poursuivi Liam, savait que le poulailler était très bien protégé, alors il n'a pas osé agir seul. C'est pourquoi il a trouvé deux moufettes, un mâle et une femelle. Il leur a promis une vie d'abondance, de nourriture et de vêtements chauds. Il devait juste l'aider à mener à bien un plan. La mission de la moufette femelle était de séduire le coq dominant, le futur propriétaire du poulailler. La mission de la moufette mâle était de courtiser la sœur du coq dominant, une poule naïve, pour faire partie de la famille. En entendant cela, je n'avais plus besoin de jouer. Les larmes coulaient pour de vrai. L'histoire métaphorique de mon frère était comme un autre couteau qui se tordait dans ma douleur. J'étais cette poule naïve. Leur but ultime, la voix de Liam est devenue encore plus froide, était, après avoir gagné leur confiance, d'ouvrir lentement les portes et de briser les clôtures afin que le vieux renard de l'extérieur puisse entrer tranquillement et prendre le contrôle de tout le poulailler. N'est-ce pas un plan parfait? Il a regardé directement Ethan et Sophia. Vous deux moufettes, cette histoire vous semble-t-elle familière? Ethan et Sophia n'ont rien pu dire, ils ont simplement baissé la tête de honte. Et ceci, Liam a levé la pile de documents,
et le plan détaillé et la carte que le vieux renard a dessinée pour les deux moufettes, la carte qui leur indique quel chemin prendre et où briser la clôture. C'est le plan complet pour prendre le contrôle de la Miller Corporation, l'œuvre de toute une vie de nos parents. Il a feuilleté les documents un par un, projetant leur contenu directement sur le grand écran. Des chiffres, des graphiques et des stratégies commerciales sales sont apparus clairement. Leur plan ne se limitait pas à détourner les fonds de l'entreprise. Il comprenait la création de faux scandales, la déstabilisation de la crédibilité de Liam et l'incitation aux divisions internes pour finalement créer les conditions permettant à une société rivale d'acquérir la Miller Corporation à un prix avantageux. Et le nom de cette société rivale était également écrit en toutes lettres, Aurelion Holdings. Toute la salle a recommencé à murmurer. Aurelion Holdings n'était pas un nom inconnu dans le monde des affaires. C'était une force émergente qui s'était développée rapidement avec des mouvements audacieux et controversés. Et l'homme en costume gris, qui avait manifesté un comportement étrange auparavant, n'était autre que le PDG d'Aurelion Holdings, Monsieur Caldwell. Maintenant, tous les regards étaient tournés vers lui. Monsieur Caldwell pâlit, mais tenta de garder son sang-froid. Il se leva, arrangea ses vêtements et essaya de quitter la pièce. M. Caldwell, où allez-vous si vite? La voix de Liam était comme une corde invisible lui attachant les chevilles. Le meilleur est à venir. Vous ne voudriez pas manquer ça. Monsieur Caldwell se retourna et esquissa un sourire commercial maladroit. PDG Miller, je crois qu'il y a un malentendu. Je n'ai rien à voir avec les affaires internes de votre entreprise. Rien à voir? Liam ricana froidement. Alors, comment expliquez-vous vos réunions secrètes avec ces deux personnes, et l'argent que vous avez envoyé à mademoiselle Reed pour qu'elle puisse se faire passer pour une riche, et la promesse d'un poste de directeur de projet à monsieur Thompson si tout se passait bien? Chacune des questions de Liam était un coup dur qui laissait monsieur Caldwell à peine capable de se tenir debout. Je savais que mon frère ne faisait pas que parler. Il avait toutes les preuves en main. À ce moment précis, deux hommes en civil, ressemblant à des détectives de police, s'approchèrent lentement de la table de monsieur Caldwell. Ils ne dirent rien, se contentant de le fixer d'un regard solennel. Monsieur Caldwell réalisa que toutes ses voies d'évasion étaient bloquées. Il s'effondra sur sa chaise, le front trempé de sueur. La pièce qu'il avait si soigneusement construite était sur le point de se terminer. Le vieux renard était enfin acculé. Moi, assis en bas, j'observais tout. Mon cœur n'était plus rempli de souffrances personnelles, mais de colère face à la bassesse et à la cruauté du monde des affaires. Pour le profit, ils étaient capables de piétiner tout, l'amour, les liens familiaux, même la décence humaine. Mon mari, Ethan, que j'avais autrefois follement aimé, n'était qu'un pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Il avait vendu son âme pour une vaine promesse. Il me regarda, et dans ses yeux, il n'y avait plus d'impudeur, mais un vide et un désespoir extrême. Il avait tout perdu, l'amour, l'honneur, et aussi son avenir. Sur scène, Liam, après avoir exposé toute la conspiration, se tourna vers moi. Il marcha dans ma direction sans dire un mot et tendit la main. J'ai pris sa main et nous sommes montés ensemble sur scène. Il prit le micro, et sa voix n'était plus tranchante, mais adoucie d'une touche de compassion. Mesdames et messieurs, la personne la plus blessée dans cette histoire, ce n'est pas moi, mais ma sœur Chloé. Cette jeune fille a dû endurer la tromperie et la trahison de l'homme qu'elle aimait profondément. Elle est complètement innocente. Il se tourna vers moi et, avec un regard plein d'amour, dit, « Chloé, je suis désolé. Je suis désolé que tu aies dû traverser ça. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. J'aurais dû mieux te protéger. » J'ai juste secoué la tête, et les larmes sont revenues, mais cette fois, c'étaient des larmes d'émotion et de gratitude. Le mariage d'aujourd'hui, continua Liam, n'aura pas de mariée, mais la fête continuera. J'espère que tous nos invités de marque resteront et considéreront cela comme une fête pour célébrer la vérité. Toute la salle éclata en applaudissements. Ils n'applaudissaient pas pour un mariage, mais pour le courage et la victoire de la justice. Juste au moment où je pensais que tout était fini, un cri perçant est venu de la mariée qui s'était effondrée sur le sol. Sophia se releva d'un bond, arracha une épingle à cheveux pointus de sa coiffure, et avec un regard fou, se jeta sur moi. « C'est de ta faute. C'est de ta faute. » L'action folle de Sophia fut si rapide et soudaine qu'elle laissa tout le monde stupéfait. L'épingle à cheveux, brillant sous les lumières de la scène, vola vers moi comme une flèche empoisonnée. Je restai figé, l'esprit vide. J'ai réalisé le danger imminent, mais je n'ai pas pu réagir.
Liam à côté de moi n'a pas eu le temps d'intervenir non plus. Quand la pointe de l'épingle à cheveux était à quelques centimètres de mon visage, une ombre jaillit de derrière moi comme un éclair. Ce n'était nul autre qu'Ethan. Il jeta tout son corps devant moi. La pointe acérée de l'épingle à cheveux effleura son épaule, laissant une tache de sang rouge sur sa chemise blanche. Ah! Ethan cria de douleur, titubant en arrière. Sophia sembla choquée par sa propre action et par la réaction d'Ethan. Elle laissa tomber l'épingle à cheveux et resta là, stupéfaite, le visage pâle. C'est alors que les agents de sécurité de l'hôtel se précipitèrent pour la maîtriser et l'emmenèrent. La salle retomba dans le chaos. Liam se précipita pour aider Ethan. « Est-ce que ça va ?» Ethan, le visage déformé par la douleur, secoua la tête. Il ne regarda pas Liam, mais moi. Son regard était très complexe. Il y avait du regret, de la douleur, et en quelque sorte une sorte de soulagement. « Chloé, est-ce que ça va ?» J'ai regardé la tache de sang sur son épaule, mon cœur rempli d'émotions mitigées. Pourquoi avait-il fait ça? Comment l'homme qui m'avait trompé et utilisé sans pitié avait-il risqué sa vie pour me protéger? Ou était-ce un autre acte? Une tentative de gagner mon dernier soupçon de compassion? Emmenez-le immédiatement à l'infirmerie, ordonna Liam au personnel de l'hôtel. Pendant qu'Ethan était emmené, les deux détectives en civil emmenèrent également M. Caldwell. Le PDG d'Aurelian Holdings n'avait plus l'air imposant. Ce n'était qu'un vieil homme vaincu, marchant la tête baissée au milieu des accusations et du mépris des gens. La farce du mariage était enfin terminée. Liam reprit le micro et essaya de calmer les invités. « Mesdames et messieurs, une fois de plus, je vous prie de m'excuser pour cet incident inattendu. Notre fête devra se terminer ici. Au nom de ma famille, je vous remercie sincèrement de votre présence. » Les invités commencèrent à partir un par un, emportant avec eux une histoire inoubliable. Ce qui avait été une splendide salle de mariage avait maintenant l'air désolé et froide, comme une ruine. Liam et moi restions silencieux dans l'espace vide. Une fatigue extrême nous envahit. « C'est fini, Chloé » dit Liam en me tapotant doucement l'épaule. J'ai hoché la tête, mais une grande question persistait dans mon esprit. « Frère, comment as-tu su tout ça? Le plan d'acquisition de l'entreprise, le rôle de M. Caldwell. Comment as-tu su ?» Liam me regarda et esquissa un sourire triste. Parce que je n'étais pas le seul à vouloir le démasquer. Mon frère me raconta une autre histoire, une histoire qui avait été cachée pendant des années. Avant de mourir, notre père était un ami proche et un partenaire commercial de M. Caldwell. Ensemble, ils ont posé les premières pierres des deux entreprises. Mais c'est ce même M. Caldwell qui, avec des sales tours, a escroqué notre père de toutes ses actions et l'a mené à la faillite. Ce coup a rendu notre père malade, et peu après, sa santé s'est détériorée, et il est décédé. J'ai toujours eu des doutes sur la mort de mon père, la voix de Liam devint plus grave. Après avoir hérité de l'entreprise, j'ai commencé à enquêter secrètement et j'ai progressivement trouvé des preuves de ses crimes. Mais il était trop rusé et a habilement couvert toutes ses traces. Je n'ai jamais eu assez de preuves pour le faire tomber. Jusqu'à ce que Sophia apparaisse, continua mon frère. Au début, j'ai aussi été trompé par son apparence innocente, mais j'ai réalisé qu'il y avait trop de coïncidences. Elle mentionnait toujours avec désinvolture des projets où Aurelian Holdings était en concurrence avec nous. Alors, je l'ai fait enquêter et j'ai découvert la relation entre elle et M. Caldwell. J'ai réalisé qu'il essayait de répéter le même scénario avec moi qu'avec mon père, et j'ai décidé que c'était ma chance de venger notre père. En entendant cela, j'ai senti une boule dans ma gorge. Derrière le succès de l'entreprise, mon frère portait un si lourd fardeau de vengeance. Il avait dû vivre un mensonge, agir avec la femme qu'il était sur le point d'épouser, attendant le jour où il pourrait faire tomber son ennemi. Donc, tout était dans ton plan. La plupart, oui, Liam hocha la tête, sauf une chose. Je ne savais pas que ton mari faisait aussi partie de son plan, et encore moins que tu serais le déclencheur de tout ça. Ton apparence, ton courage ont été la variable inattendue, le coup décisif qui l'a fait tomber sans avoir le temps de réagir. Mon frère me regarda avec fierté. Ma petite sœur, tu as vraiment grandi. J'ai réussi à sourire à travers mes larmes. Nous avions gagné ensemble en tant que frères et sœurs. Nous avions gagné. Peu après, un employé de l'hôtel est venu nous informer qu'Ethan avait reçu les premiers soins. La blessure n'était pas profonde,
mais il devait aller à l'hôpital pour un vaccin antitétanique et un bilan plus approfondi. Il a dit qu'il voulait me parler seul un instant avant de partir. J'ai hésité un peu, mais j'ai finalement hoché la tête. Au final, je voulais savoir s'il lui restait de la sincérité. Je suis entré dans l'infirmerie. Ethan était assis sur un lit de camp, l'épaule bandée. Il avait l'air ébouriffé. Son costume de créateur était froissé et jeté, sa chemise tachée de sang, et son visage manquait de toute vitalité. Quand il m'a vu, il a levé les yeux avec un regard coupable. Je suis désolé, Chloé. À quoi servent les excuses maintenant? Ai-je demandé froidement. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, dit-il en baissant la tête. Je voulais juste te dire une chose. Le moment où j'ai sauté pour te protéger, c'était réel. Ce n'était pas un acte. Je l'ai regardé en silence. Au cours des 5 dernières années, continua-t-il d'une voix rauque, j'ai vécu un mensonge. Je t'ai approché à cause du plan de Monsieur Caldwell pour l'argent. Mais ensuite, j'ai commencé à avoir de vrais sentiments pour toi, ta douceur, ta gentillesse. Cela a ému mon cœur, mais j'étais trop profondément impliqué. Je ne pouvais pas faire marche arrière. Je te voulais, et je voulais aussi l'argent et le statut. La cupidité a obscurci mon jugement. Il leva les yeux vers moi, et des larmes commencèrent à monter dans ses yeux. Aujourd'hui, quand tu étais en danger, j'ai réalisé que la seule chose que je voulais protéger, c'était toi, mais il est trop tard pour tout. J'ai écouté son aveu tardif sans aucune émotion dans mon cœur. L'amour? Peut-être qu'il y en avait un peu, mais la trahison et les dommages qu'il a causés ont tué cet amour. Garde ces mots pour le juge, ai-je dit, ma voix étant sans expression. Entre nous, tout est fini. Je me suis retourné et je suis sorti, le laissant seul avec son regret et ses larmes tardives. Au moment où la porte de l'infirmerie s'est fermée, la porte de mes 5 années de mariage s'est également fermée officiellement et pour toujours. Une semaine après le mariage orageux, les choses ont progressivement commencé à se calmer, mais les conséquences étaient encore énormes. L'affaire Aurelian Holdings est devenue un scandale qui a secoué le monde des affaires. Monsieur Caldwell, Sophia et plusieurs autres dirigeants ont été arrêtés et ont fait l'objet d'une enquête pour fraude, détournement de fonds et espionnage industriel. Malgré son acte de m'avoir sauvé, Ethan n'a pas pu échapper à son implication. En tant qu'élément clé du plan, il a été convoqué pour témoigner et faire face à la justice inévitable. J'ai demandé le divorce, et tout le processus s'est déroulé rapidement et sans contestation. Nous avons décidé de vendre notre maison, notre seul bien commun de valeur. Je ne voulais rien garder qui me rappelle un passé rempli de mensonges. Une fois que tout a été réglé, j'ai senti que j'avais besoin de temps pour moi. J'ai décidé de faire un voyage seul, d'aller quelque part loin pour me vider la tête et recommencer une nouvelle vie. J'ai choisi Napa Valley, en Californie, un endroit assez calme pour guérir mes blessures. Pendant mes jours à Napa, je n'ai pas visité beaucoup d'endroits. J'ai simplement passé mon temps à marcher le long de sentiers pittoresques, à m'asseoir dans de petits cafés charmants, à lire et à écrire. Après tant de tempêtes, j'ai réalisé que ce dont j'avais vraiment besoin, c'était la paix de l'esprit. Un après-midi frais, alors que j'étais assise dans un café rustique en bois surplombant un vignoble, en train d'esquisser des idées pour un nouveau projet d'entreprise, une voix familière retentit à côté de moi. Eh bien, quel petit monde! J'ai levé les yeux, surprise. C'était le policier qui avait traité une affaire d'accident de voiture mineur pour moi un an auparavant. Son apparition soudaine était un peu déconcertante. Il n'était plus dans son uniforme strict, mais dans une veste kaki et un jean confortable. Il avait l'air beaucoup plus jeune et plus abordable. La brise d'après-midi de Napa ébouriffait légèrement ses cheveux noirs épais. « Salut », ai-je souri, essayant de cacher ma surprise. « Quelle coïncidence de vous voir ici. Êtes-vous en vacances ? » « On pourrait dire ça, » répondit-il. Un doux sourire révéla une légère faussette. « J'ai été muté ici il y a quelques semaines. On pourrait dire que je commence une nouvelle vie. » Il jeta un coup d'œil à mon carnet et à mon stylo. « Vous étiez en train de travailler. Désolé de vous interrompre. »« Non, non, je terminais juste, dis-je, en fermant rapidement le carnet. » Puis il hésita un peu. « Cela vous dérangerait-il que je m'asseye ici un instant ? Le café est très fréquenté, et c'est le seul endroit libre. » Je regardais autour de moi, et en effet le charmant petit café était bondé. « Oui, bien sûr, asseyez-vous, je vous en prie. »
Il tira une chaise et s'assit en face de moi, commandant un latte-chaud. Il y eut un silence légèrement gênant entre nous. Je ne savais pas quoi dire, et il semblait également chercher un sujet de conversation approprié. Au mariage ce jour-là, il brisa finalement le silence, « J'ai tout vu. Vous avez été très courageuse. » Ces mots me surprirent un peu. Je pensais qu'il était seulement là pour gérer l'arrestation et j'étais surprise qu'il ait remarqué d'autres choses. Merci. Heureusement, tout est fini maintenant. Je suis David, se présenta-t-il soudainement. Chloé, répondis-je. Enchanté de vous rencontrer, David. Nous avons commencé à parler. Au début, ce n'était qu'une conversation légère sur la Napa Valley, le travail et les loisirs personnels, mais progressivement la conversation s'est approfondie. David m'a raconté pourquoi il avait été muté. Après des années passées dans l'environnement stressant de New York, il se sentait épuisé et voulait vivre et travailler dans un endroit plus calme. Il aimait les montagnes, les forêts et l'air pur de la vallée. J'ai également partagé mon histoire, pas les détails douloureux de la trahison, mais ma décision de quitter la ville et mon désir de trouver un nouvel équilibre dans la vie. Nous avons réalisé que nous avions quelque chose en commun. Nous étions tous les deux en voyage pour trouver un nouveau départ. David était une personne très attachante à qui parler. Il était intelligent et drôle, mais dans ses yeux il y avait quelque chose de calme et de profond, typique de quelqu'un qui a beaucoup vécu. Parler avec lui me mettait très à l'aise, un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le ciel a commencé à s'assombrir, et les lumières jaunes chaudes du café se sont allumées, créant une atmosphère très romantique. Je ne sais pas combien de temps nous avons parlé. Il se fait tard, dit David, en regardant sa montre. Je dois retourner au poste. Ce fut un plaisir de parler avec vous, Chloé. Vous aussi, souris-je. Oh, ce week-end, hésita-t-il à nouveau, je prévois une randonnée dans les collines, et je me demandais si vous n'êtes pas occupé, aimeriez-vous venir? Son invitation fit battre mon cœur plus vite. Randonnée? Je n'en ai jamais vraiment fait. C'est une raison de plus pour essayer, sourit-il. L'air y est incroyable. Ça aide à relâcher tout le stress. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai hoché la tête. Oui, j'aimerais bien. Après cette rencontre fortuite, David et moi avons eu notre premier rendez-vous. Nous avons fait de la randonnée ensemble dans les montagnes, nous avons marché à travers de vastes forêts de pins et nous avons découvert de petits restaurants cachés dans les ruelles de Saint-Helena. Avec David à mes côtés, je n'étais plus la femme qui devait être forte, celle qui devait se méfier de tout le monde. Il me donnait un étrange sentiment de sécurité et de paix. Il ne posait pas de questions sur mon passé ni ne me faisait revivre des souvenirs douloureux. Il restait juste à mes côtés en silence, partageant les petites joies de la vie avec moi. Les sentiments entre nous grandissaient naturellement et doucement comme la brume matinale à Napa. Un soir, alors que nous étions assis au bord du lac Beressa, à regarder l'eau tranquille refléter le clair de lune, David prit soudainement ma main. Chloé, sa voix était profonde et chaleureuse, je sais que vous avez traversé beaucoup de choses. Je ne veux pas remuer de vieilles blessures. Je veux juste dire que si vous me le permettez, j'aimerais être la personne qui écrit un nouveau chapitre de votre vie avec vous. Un chapitre plein de joie et de bonheur. J'ai regardé dans ses yeux sincères, et mon cœur fut touché. Les larmes me montèrent à nouveau aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête et serré sa main chaude fermement. 2 ans plus tard, maman, dépêche-toi. Papa et l'oncle Liam attendent dehors. La voix joyeuse de ma petite fille Ava retentit depuis la porte. J'ai souri et ajusté le nœud dans ses cheveux. Maman arrive, ma princesse. Je me suis regardé dans le miroir. J'ai vu l'image d'une femme rayonnante de bonheur. Aujourd'hui était un jour spécial. C'était mon premier anniversaire de mariage avec David et aussi le jour où toute la famille allait à New York pour l'ouverture d'une nouvelle succursale de la Miller Corporation. Ma vie avait complètement changé après ce voyage fatidique dans la Napa Valley. J'ai trouvé le véritable amour et le bonheur de ma vie. David, après que nous soyons sortis ensemble pendant un certain temps, a décidé de demander une mutation à New York pour être à mes côtés. Il a dit que partout où j'étais, c'était là que sa paix se trouverait. Nous avons eu un petit mariage chaleureux sur la plage avec seulement nos proches. Mon frère Liam a également trouvé son propre bonheur après toutes les tempêtes. Il est tombé amoureux d'une gentille enseignante, et ils ont récemment eu leur premier enfant, un garçon en bonne santé. La Miller Corporation, sous la direction de Liam et avec mon soutien, a connu une croissance spectaculaire,
devenant l'une des entreprises leaders de son secteur. Alors que la voiture roulait le long de l'autoroute familière, Ava était assise sur mes genoux, bavardant et pointant du doigt tout ce qu'elle voyait par la fenêtre. David, sur le siège du conducteur, se retournait de temps en temps pour nous regarder, moi et notre fille, avec un regard plein d'amour. Lorsque la voiture passa devant une grande prison, je me suis soudainement tu. Je savais qu'à l'intérieur, il y avait des gens qui payaient pour leurs erreurs. J'avais entendu dire qu'Ethan allait bientôt bénéficier d'une réduction de peine pour sa bonne conduite. J'avais également entendu dire que Sophia avait subi une véritable dépression nerveuse et avait été transférée dans un hôpital psychiatrique pour y être soignée, et que M. Caldwell, vieux et malade, avait finalement craqué derrière les barreaux. Je ne les détestais plus. Mon cœur était maintenant rempli de paix. Toute la haine était derrière moi, et l'amour et le pardon avaient pris sa place. La soirée d'ouverture fut un grand succès. Au milieu de l'atmosphère animée, j'ai reçu un magnifique bouquet de roses blanches sans nom d'expéditeur. À l'intérieur se trouvait une petite carte à l'écriture tremblante, typique d'une personne âgée. Félicitations. Que vous soyez très heureuse. Je savais de qui il s'agissait. Probablement que quelqu'un quelque part me regardait et me souhaitait sincèrement le meilleur. Cette nuit-là après la fête, quand Ava dormait profondément, David et moi nous sommes tenus sur le balcon de l'hôtel à regarder les lumières vives de la nuit new-yorkaise. Il m'a serré dans ses bras par derrière et a posé son menton sur mon épaule. Merci, a-t-il murmuré, d'être entré dans ma vie, d'avoir donné un sens à mes jours. J'ai souri, me suis retourné et ai posé ma tête sur sa poitrine ferme. Je devrais être plus reconnaissante. Merci d'avoir guéri toutes les blessures en moi. Nous nous sommes embrassés en silence, ressentant pleinement le bonheur du présent. La vie est vraiment comme un long voyage avec d'innombrables bifurcations imprévisibles. Il y a eu des moments où j'ai pensé être tombé dans l'abîme du désespoir. Mais c'est dans l'endroit le plus sombre que j'ai trouvé la lumière de ma vie, un nouveau départ, un nouveau bonheur. Tout était là dans mes bras. Après le voyage à New York, nous sommes retournés à notre routine tranquille. Notre petite maison était à nouveau remplie des rires d'Ava et de la chaleur de la famille. Mon frère Liam venait aussi souvent le week-end avec sa femme et son fils. En voyant ma fille et mon neveu jouer ensemble, je sentais que mon cœur était complètement guéri. Le passé semblait très lointain, juste une vieille histoire dont je me souvenais de temps en temps. Les roses blanches anonymes et la carte du jour de l'ouverture, je les considérais simplement comme des excuses tardives de la part d'un parent d'Ethan. Je ne voulais pas y penser ou lui accorder plus d'importance. J'ai mis la carte dans un coin d'un tiroir et l'ai verrouillée comme si je fermais un vieux chapitre de ma vie. Mais la vie n'est pas toujours aussi calme qu'un lac. Les premières ondulations ont commencé à se former si subtilement qu'au début j'ai pensé que c'était juste mon hypersensibilité due à tout ce que j'avais vécu. Parfois, en conduisant dans la rue, j'avais l'impression qu'une berline noire familière me suivait. Mais quand je regardais de plus près dans le rétroviseur, la voiture disparaissait dans la circulation. Une fois, alors que je jouais avec Ava dans un parc près de notre maison, j'ai senti un regard fixe sur moi et ma fille depuis un banc éloigné. C'était une femme d'âge moyen habillée très élégamment avec un chapeau à large bord et des lunettes de soleil qui couvraient une partie de son visage. Quand je l'ai regardée à nouveau, elle a immédiatement tourné la tête et a quitté le parc en hâte. Quand j'en ai parlé à David, il a juste ri et m'a serré dans ses bras. Tu te fais encore des idées. Tu es une dirigeante performante et belle maintenant. C'est normal que certains admirateurs te regardent, mais je savais que mon mari disait ça pour me rassurer. Son instinct de policier le maintenait également silencieusement en alerte. Je vais vérifier les caméras de sécurité autour de la maison. Ça ne fait jamais de mal d'être prudent, ajouta-t-il. Cet incident a également été rapidement oublié, jusqu'au 2e anniversaire d'Ava. La fête était intime à la maison, juste avec la famille de Liam, nous et quelques amis proches. Alors que tout le monde chantait joyeusement joyeux anniversaire, la sonnette a soudainement retenti. David est allé ouvrir et est revenu avec une boîte cadeau magnifiquement emballée à la main, mais son expression était un peu étrange, et souvent un vague malaise m'envahissait. La boîte était enveloppée dans du papier cadeau de haute qualité noué avec un ruban de soie rose très élaboré. Clairement, l'expéditeur avait pris grand soin. Ça pourrait être de la part d'un partenaire commercial qui t'apprécie, devina Liam. Je le pensais aussi. C'était probablement un cadeau d'affaires. J'ai ouvert la boîte avec précaution sous le regard curieux de tout le monde. À l'intérieur, sur une doublure en velours doux, se trouvait un petit et magnifique bracelet en or blanc, superbement confectionné.
La breloque sur le bracelet était une fleur de lotus finement sculptée avec un petit diamant au centre qui scintillait sous la lumière. C'était un cadeau très précieux, mais ce qui m'a fait me figer n'était pas sa valeur, mais la petite carte qui l'accompagnait. L'écriture sur la carte était douce, élégante et très familière. J'ai ouvert la carte avec des mains tremblantes, et à l'intérieur se trouvait une seule petite ligne, « Joyeux anniversaire à notre petite. » De sa grand-mère. Notre petite de sa grand-mère. Le mot « grand-mère » a été comme un éclair qui a frappé mon esprit. Qui était la grand-mère? Ma mère était décédée. Ma belle-mère, la mère de David, vit à la campagne et n'écrit pas avec une écriture aussi raffinée, et certainement pas mon ex-belle-mère tremblante. J'ai ramassé la carte et l'ai comparée à l'écriture sur la carte des roses blanches que j'avais reçue lors de l'ouverture. Elles étaient identiques. C'était la même personne. Une personne qui se disait la grand-mère de ma fille. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es pâle comme un linge, dit David, en secouant mon épaule avec inquiétude. Je n'ai pas répondu, je lui ai juste montré la carte. David a lu la carte, puis a froncé ses beaux sourcils. Il a ramassé le bracelet et l'a examiné attentivement. C'est très étrange, a-t-il dit. Qui est cette personne? Comment connaît-elle l'anniversaire d'Ava et envoie-t-elle un cadeau aussi cher? Je me suis effondré sur une chaise, mon esprit en désordre. Des images éparses me sont soudainement venues à l'esprit, la berline noire qui me suivait, la femme mystérieuse dans le parc, les roses blanches anonymes, et maintenant un bracelet en or blanc avec une note disant « de sa grand-mère ». Tout cela n'était pas une coïncidence. Quelqu'un, une femme, regardait silencieusement ma vie et celle de ma fille. Elle en savait beaucoup sur nous, était très riche et se disait la grand-mère d'Ava. Mais comment était-ce possible? Ma mère. Ma mère était décédée il y a des années dans un terrible accident de voiture. J'ai moi-même vu la photo de ses funérailles, et avec Liam, nous avons assisté à son enterrement. Il ne pouvait pas y avoir d'erreur. Alors, qui était cette femme? Une parente éloignée que je ne connaissais pas ou un secret bien plus terrible dont je n'avais aucune idée? J'ai regardé ma petite fille. Ava riait et bavardait toujours innocemment, complètement inconsciente de la tempête qui se préparait silencieusement autour d'elle. J'ai senti une boule dans ma gorge. Je ne permettrais à personne de faire du mal à ma fille. Je devais découvrir la vérité. Quelle que soit cette femme mystérieuse, quel que soit son but, je devais la trouver. La vie tranquille que j'avais travaillé si dur à atteindre semblait à nouveau faire face à une nouvelle tempête. Une tempête qui soufflait du passé même que je pensais si bien connaître. Le mystérieux cadeau d'anniversaire a complètement brisé l'atmosphère joyeuse de la fête. Après le départ de tous les invités, il ne restait plus que nous et la famille de Liam à la maison. Mon frère a examiné le bracelet, son visage aussi sérieux que le mien. Ce n'est pas une simple affaire, a-t-il dit à voix basse. Un bracelet pour bébé sur mesure comme celui-ci, en or blanc avec un diamant, doit coûter des dizaines de milliers de dollars. Cette personne n'est pas une personne ordinaire. Ma belle-sœur, une femme sage et délicate, a également pris la parole. Ça ne pourrait pas être quelqu'un de la famille de ton ex-mari, Chloé? Peut-être qu'ils essaient de se rapprocher de l'enfant de cette façon. Impossible, j'ai secoué la tête fermement. Ils n'ont aucune raison de le faire. Et plus important encore, cette écriture n'est pas la leur. David est resté silencieux pendant un moment, plongé dans ses pensées, et a finalement parlé avec le sérieux d'un policier. La première chose à faire est de remonter à l'origine de ce cadeau. Je vais emmener la boîte et l'emballage au laboratoire de criminalistique. Nous pourrions trouver des empreintes digitales ou d'autres indices. Et je vais examiner toutes les caméras de sécurité dans les rues près de notre maison aujourd'hui pour suivre le véhicule du coursier. Liam a acquiescé. C'est vrai. Je vais également utiliser mes contacts pour demander aux principaux joailliers si quelqu'un reconnaît le design de ce bracelet. Le design du lotus est assez unique. Il s'agit probablement d'une commande personnalisée. Notre conversation est arrivée à une impasse. Bien que nous ayons envisagé plusieurs hypothèses, aucune ne pouvait expliquer l'apparition de cette personne qui se disait grand-mère. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai serré ma petite fille dans mes bras, en regardant son visage endormi. Une peur invisible m'a enveloppé. Qui était cette femme? Que voulait-elle à ma fille? Avait-elle de mauvaises intentions? Les jours suivants se sont déroulés dans un état d'anxiété et d'inquiétude. David et Liam ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour enquêter,
mais toutes les pistes semblaient aboutir à une impasse. Le service de messagerie était une petite entreprise, et l'expéditeur avait payé en espèces et utilisé un faux nom. Les caméras de sécurité n'ont montré qu'un livreur ordinaire, rien de spécial. Aucun bijoutier n'a reconnu le design du bracelet. La femme mystérieuse semblait avoir tout calculé méticuleusement, ne laissant aucune trace. Voyant que l'enquête était au point mort, je me sentais encore plus anxieux. J'ai décidé que je ne pouvais pas simplement attendre passivement. Je devais trouver les réponses moi-même. J'ai décidé de commencer par mon passé, avec ce que je savais de ma mère. J'ai pris quelques jours de congé, laissé Ava avec ma belle-mère, et suis retourné seul dans la vieille maison de mes parents dans la ville où mon frère et moi avons grandi. Je n'y étais pas retourné depuis longtemps. La maison était toujours la même, couverte de la poussière du temps, mais chaque coin évoquait de tendres souvenirs de ma mère. J'ai commencé à nettoyer le grenier où ma mère gardait de vieux objets et des souvenirs de famille. J'espérais trouver parmi ces objets apparemment insignifiants un indice sur la femme mystérieuse, un secret que ma mère ne nous avait jamais révélé. J'ai feuilleté les vieux albums de photos un par un. Des photos en noir et blanc, des photos couleur délavée. Ma mère, belle et radieuse dans sa jeunesse. Mes parents, heureux le jour de leur mariage. Et des photos de Liam et moi enfants, souriant innocemment dans les bras de nos parents. Je les ai regardées encore et encore, mais je n'ai vu aucune femme qui semblait luxueuse et inconnue. Juste au moment où j'allais abandonner, ma main a effleuré une petite boîte en bois cachée au fond d'une vieille malle. La boîte était fermée par un petit cadenas rouillé. Après avoir lutté pendant un certain temps, j'ai réussi à l'ouvrir. À l'intérieur, il n'y avait ni bijoux ni argent, mais une pile de lettres jaunies soigneusement attachées avec un ruban violet. J'ai ramassé la pile de lettres avec des mains tremblantes. L'écriture n'était ni celle de ma mère, ni celle de mon père. C'était l'écriture d'une femme douce et élégante, identique à celle de la carte d'anniversaire d'Ava. J'ai senti mon cœur s'arrêter. J'ai rapidement ouvert la première lettre. Ma très chère sœur Catherine, une année s'est écoulée depuis ce jour fatidique. Je n'arrive toujours pas à oublier comment tu m'as sauvé de cette voiture sur le point d'exploser. Je ne sais pas comment je pourrai jamais te rendre cette faveur. Je t'envoie un petit cadeau. S'il te plaît, accepte-le. Je sais que tu vas refuser, mais s'il te plaît, ne le fais pas, considère-le comme une petite marque de ma part pour les 2 enfants que tu as à la maison. Je dois partir maintenant. Je ne peux pas rester dans cet endroit qui m'a tout pris. Peut-être qu'un jour, quand tout se sera calmé, nous nous reverrons. Avec tout mon amour, Adrienne. J'ai relu la lettre plusieurs fois, l'esprit en ébullition. Sœur Catherine, c'était sans aucun doute ma mère. Un accident de voiture, un sauveur. Ma mère ne nous avait jamais raconté cette histoire. Et Adrienne. Qui était cette femme? Pourquoi écrivait-elle à ma mère? J'ai rapidement lu les lettres suivantes. C'étaient des lettres envoyées de l'étranger, de France et de Suisse. Adrienne racontait à ma mère sa nouvelle vie, sa solitude, le tourment d'avoir dû quitter sa maison. Elle demandait toujours des nouvelles de Liam et moi, et elle nous envoyait toujours des cadeaux coûteux, des cadeaux que ma mère ne nous a probablement jamais dit que nous avions. La dernière lettre datait d'il y a environ 5 ans et l'écriture était un peu plus tremblante. Sœur Catherine, je crois que mon temps est compté. Cette maladie me tourmente depuis trop longtemps. Mon seul regret est de ne jamais être revenu prendre soin de mes 2 enfants. Je sais que je ne le mérite pas. Je les ai abandonnés. Mais s'il te plaît, sœur, aime-les pour moi. Dis-leur que où que je sois, leur mère veillera toujours sur eux et les aimera. Je t'envoie cette clé. C'est la clé d'un coffre-fort personnel dans une banque suisse. À l'intérieur se trouve toute la fortune que j'ai amassée. S'il te plaît, donne-la à mes enfants quand ils seront plus grands. Considère-la comme la compensation finale d'une mère pécheresse. Adieu, ma sœur, mon amie et mon sauveur, Adrienne. La lettre est tombée de mes mains. Tout mon corps tremblait. Enfant. Mère. Toute la vérité, une vérité incroyable, se révélait lentement sous mes yeux. Cette femme, Adrienne. Elle. Était. Non, ce n'était pas possible. Ma mère était Catherine Miller, et elle était morte. Il devait y avoir une erreur. Mais cette pile de lettres, cette clé et l'écriture familière. Je suis resté assis là, abasourdi, au milieu du grenier poussiéreux, l'esprit rempli de confusion. Le passé que je connaissais, l'identité à laquelle je croyais,
tout semblait soudain flou et étrange. Un énorme secret de famille, un secret enfoui depuis plus de 20 ans, était sur le point d'être révélé, et il était directement lié à moi. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. La pile de lettres d'Adrienne et la petite clé reposaient silencieusement sur le bureau, mais mon esprit était un tourbillon. Sa mère. 2 enfants. Ces phrases se répétaient sans cesse, poignardant profondément mon cœur. J'ai essayé de rejeter l'idée folle que Liam et moi n'étions pas les enfants biologiques de la femme que nous avons toujours appelée maman. Mais tout s'emboîtait d'une manière terrifiante. L'écriture, les cadeaux coûteux et le terme grand-mère pour Ava. Le lendemain matin, je n'en pouvais plus d'attendre. Je devais retrouver Liam. Il devait le savoir, lui aussi. Il était mon frère, ma seule famille. Il avait le droit de connaître la vérité sur nos origines. Je suis rentré en ville en hâte. Je suis allé directement au bureau de mon frère. En voyant mon air hagard et mes yeux enfoncés, il m'a interrogé avec inquiétude. Je n'ai rien dit. J'ai juste fermé silencieusement la porte du bureau et j'ai posé la pile de lettres et la clé sur son bureau. « Lis ça », dis-je d'une voix rauque. Liam, surpris, ramassa la première lettre. Pendant qu'il lisait, son expression passa de la surprise à l'étonnement et au choc. Il lut chaque lettre, et la main qui tenait le papier commença à trembler. Quand il eut fini la dernière lettre, il s'effondra sur sa chaise, fixant le vide avec des yeux perdus. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-il, secouant la tête encore et encore. « Notre mère est Catherine. Qui est cette Adrienne ? » Je le pensais aussi, dis-je amèrement. Mais mon frère, regarde cette écriture. Elle est identique à celle de la carte d'anniversaire d'Ava. Je lui ai montré la photo de la carte que j'avais prise avec mon téléphone. Liam fixa les 2 écritures. Le dernier lambeau de doute dans ses yeux disparut. Il couvrit son visage de ses mains, et ses larges épaules tremblèrent. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon frère, toujours fort et stable, si fragile et impuissant. Nous sommes restés assis en silence pendant longtemps, chacun perdu dans ses propres pensées confuses. Le passé que nous connaissions, la mère que nous aimions, était soudainement devenu un grand point d'interrogation. Alors, maman Catherine. Liam leva la tête, la voix tremblante. Point n'était pas notre mère biologique. Elle nous a élevés. Elle nous a aimés. Pourquoi nous a-t-elle caché ça? Je ne sais pas, je secouai la tête. Mais je pense qu'elle avait ses raisons. Maman Adrienne a dit qu'elle devait partir, qu'elle ne pouvait pas rester. Quelque chose de terrible a dû se produire. Un accident de voiture. Cet indice me revint à l'esprit. Maman Adrienne a dit que maman Catherine l'avait sauvée. Oui. Le secret doit se trouver dans cet accident de voiture, Liam. J'ai regardé mon frère droit dans les yeux. Nous devons découvrir la vérité. Pas seulement pour nous, mais pour nos 2 mères. Liam acquiesça, son regard devenant beaucoup plus déterminé. Tu as raison. Nous devons découvrir ce qui s'est exactement passé il y a 25 ans. Notre enquête a commencé avec les indices vagues des lettres, l'accident de voiture, la date et le nom, Adrienne. Grâce à la position sociale de Liam et au contact de David avec la police, il n'a pas été trop difficile de rouvrir les vieux dossiers de l'affaire, couverts de la poussière du temps. Quelques jours plus tard, nous avons obtenu le rapport d'accident. C'était un terrible accident dans les montagnes rocheuses. Une voiture de luxe a perdu le contrôle et a plongé d'une falaise, explosant. Selon le rapport, 4 personnes se trouvaient dans la voiture, le PDG du groupe Reva Geweller et sa femme, ainsi que le chauffeur et sa femme. Il a été conclu que tous les 4 étaient décédés. Reva Geweller. Ce nom a stupéfié Liam et moi. C'était un empire qui dominait autrefois l'industrie américaine de la bijouterie, mais qui s'est mystérieusement effondré peu après la mort de son PDG. « Attends une minute », dit Liam. Reva. Je me souviens. Notre père travaillait chez Reva avant de fonder la Miller Corporation. Il y était le directeur financier. Une autre coïncidence. Tout semblait être lié. Mais le rapport dit que tous les 4 sont morts, dis-je, perplexe. Alors, qui est maman Adrienne, et pourquoi a-t-elle dit que maman Catherine l'avait sauvée? C'est la clé, intervint David, qui était assis avec nous. Il pointa une partie du rapport d'autopsie. Parmi les 4 corps retrouvés, l'un était tellement brûlé qu'il était méconnaissable. Sur la base de quelques fragments d'os,
ils ont seulement pu confirmer qu'il s'agissait d'une femme, et les gens ont supposé qu'il s'agissait de la femme du PDG de Reva, Madame Adrienne. Cela signifie. J'ai retenu mon souffle, point qu'il est fort probable que cette femme n'était pas Madame Adrienne. David conclut, Madame Adrienne a survécu à l'accident et il est possible que la personne qui l'a sauvée était notre mère, Catherine. Mais pour une raison quelconque, elle a choisi de devenir une personne morte aux yeux de tous et de vivre une autre vie à l'étranger. Mais pourquoi? Pourquoi une femme avec un statut, de l'argent et tout le reste abandonnerait-elle tout, même ses 2 enfants, point cet accident? Liam songeait. Était-ce vraiment un accident ou était-ce un meurtre? La question de mon frère a fait taire la pièce. Si c'était un meurtre, qui en était le cerveau? Et pourquoi maman Adrienne a-t-elle dû fuir? À ce moment-là, le téléphone de David a sonné. C'était un ancien collègue de New York. Il est sorti pour répondre et est revenu avec une expression très sérieuse. Nouvelle information, dit-il. Je leur ai demandé de vérifier la liste des hauts dirigeants de Reva GOLR de l'époque. Devinez qui a été nommé PDG par intérim juste après la mort du PDG Reva et de sa femme. Qui? Liam et moi avons demandé à l'unisson. C'était lui. La voix de David devint ferme. Le PDG d'Aurelian Holdings, Monsieur Caldwell. Ce nom est apparu une fois de plus. Le vieil ennemi de notre famille, l'homme qui a poussé notre père à la mort. Une vague de nausée et de colère est montée dans ma gorge. Ça ne peut pas être une coïncidence. Liam a claqué la table. Caldwell. Notre père, Reva GOLR et cet accident de voiture. Il doit y avoir un lien. Une image sombre et terrible commençait à se dessiner, une conspiration cachée depuis 25 ans. Un crime qui a non seulement coûté plusieurs vies, mais qui a aussi brisé une famille. Et maintenant, par hasard, nous semblions nous rapprocher du cœur de ce secret. La recherche de nos racines s'était inattendue transformée en la poursuite de la vérité d'une affaire de meurtre en série, et le suspect le plus probable était l'ennemi juré de notre famille. Le nom de Monsieur Caldwell était comme la clé qui ouvrait une porte sombre sur les terribles secrets du passé. Tous les événements se rejoignaient maintenant dans une hypothèse terrifiante. Monsieur Caldwell n'avait pas seulement poussé notre père à la mort pour prendre le contrôle de la Miller Corporation, mais il était fort probable qu'il y a 25 ans, il était derrière ce terrible accident pour dévorer l'ensemble du groupe Reva GOLR. Si c'est vrai, Liam serra les dents, il n'est pas humain. C'est un démon. Mais tout cela n'est que conjecture pour l'instant, dit David, essayant de maintenir le calme d'un professionnel du droit. Nous n'avons pas de preuves concrètes pour l'inculper. L'affaire est trop vieille et presque toutes les traces ont probablement été effacées. Et maman Adrienne, intervint-je. Si elle est vivante, elle est le témoin le plus important. Elle saura exactement ce qui s'est passé. Mais pourquoi a-t-elle fui? Pourquoi n'est-elle pas venue le signaler? Elle avait probablement peur, répondit Liam. L'ennemi était trop puissant. Elle devait s'inquiéter non seulement pour elle, mais aussi pour ses 2 enfants. Peut-être que devenir une personne morte était la seule façon de nous protéger. J'ai senti une boule dans ma gorge. Le départ de ma mère biologique n'était pas un abandon, mais un sacrifice silencieux. Elle a dû tout abandonner pour la sécurité de ses 2 enfants, vivant dans la solitude et le tourment dans un pays étranger. Et notre mère, Catherine, qui nous a élevés, faisait également partie de ce sacrifice. Elle a vécu toute sa vie avec ce secret enfermé dans son cœur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, demandai-je, regardant alternativement David et Liam. Aller en Suisse pour retrouver maman Adrienne, suggérai-je. Non, s'opposèrent David et Liam, presque à l'unisson. C'est trop dangereux, expliqua David. Monsieur Caldwell est un vieux renard rusé. Son réseau d'informations est partout. S'il découvre que nous enquêtons, il n'hésitera pas à utiliser tous les moyens pour nous faire taire, tout comme il l'a fait avec ton père. De plus, nous ne sommes pas sûrs que maman Adrienne veuille nous voir. La dernière lettre a été écrite il y a 5 ans, et personne ne sait dans quelle situation elle se trouve maintenant. David a raison, continua Liam, ce que nous devons faire maintenant, c'est chercher des preuves ici d'abord. La clé du coffre-fort est l'indice le plus important. Il est fort probable que la fortune que maman Adrienne a laissée ne contient pas seulement de l'argent, mais aussi quelque chose qui peut exposer les crimes de Monsieur Caldwell. Mais c'est une banque suisse, dis-je, inquiète. Leurs lois sur le secret bancaire sont les plus strictes au monde. Même si nous avons la clé, je ne pense pas que je puisse simplement y aller et l'ouvrir moi-même.
Laisse ça à moi, dit Liam avec un regard déterminé. J'ai un ami avocat qui est spécialisé en droit international. Je vais lui demander de trouver une solution. Cela pourrait prendre du temps, mais ce n'est pas impossible. Pendant que Liam s'occupait de la question de la Suisse, David et moi avons décidé de commencer par un autre angle, en recherchant d'anciens témoins qui travaillaient chez Reva Geweller au moment de l'accident. 25 ans, c'est long, mais il y avait sûrement encore des gens qui savaient ce qui s'était passé, des gens qui ont dû garder le silence à cause de l'oppression, de la corruption ou des menaces de M. Caldwell. Notre recherche a été très difficile. Beaucoup de gens avaient déménagé. Beaucoup étaient décédés. Ceux qui restaient, en mentionnant les noms Reva, Geweller et M. Caldwell, secouaient tous la tête de peur et refusaient de parler. Le pouvoir et la cruauté de M. Caldwell avaient jeté une ombre si grande qu'elle les avait opprimés pendant des décennies. Après plusieurs jours de recherche désespérée, nous avons finalement eu un coup de chance. Nous avons trouvé M. Paul, l'ancien chauffeur retraité de la famille du PDG de Reva. Il était maintenant un vieil homme frêle vivant seul dans une petite maison de la banlieue. Quand nous sommes arrivés, il était assis sur son porche, regardant au loin avec des yeux tristes. Au début, il a également refusé de parler, mais quand je lui ai montré la photo de maman Adrienne et que je lui ai dit mon identité, ses vieux yeux se sont remplis de larmes. « Mademoiselle, êtes-vous Miss Chloé ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Quand j'ai acquiescé, M. Paul a fondu en larmes. « Mon Dieu, vous êtes vivante !» Je pensais que toute la famille du PDG. Il nous invita à entrer dans sa maison. Après s'être calmé, il commença à raconter l'histoire d'il y a 25 ans, une histoire qu'il avait gardée dans son cœur comme un cauchemar. Le jour de l'accident, dit M. Paul d'une voix tremblante, j'étais censé conduire cette voiture, mais ce matin-là, le vice-président de l'époque, M. Caldwell, m'a soudainement envoyé dans un autre état pour une commission. Il a dit que c'était urgent et a envoyé un autre chauffeur à ma place. C'était un jeune homme qui venait de commencer. Je ne le connaissais pas bien. Quand j'ai appris la nouvelle de l'accident, j'ai senti que quelque chose n'allait pas, continua-t-il. Cette voiture était celle du PDG. Je la vérifiais tous les jours. Il était impossible que les freins lâchent. J'ai essayé de le dire à la police, mais personne ne m'a cru. Ils ont dit que je divaguais de chagrin. Et quelques jours plus tard, M. Caldwell a envoyé quelqu'un pour me donner une grosse somme d'argent et a menacé que si je continuais à parler, ma famille ne serait pas en sécurité. Par peur pour mes enfants. M. Paul baissa la tête, sa voix remplie de regrets. J'ai dû garder le silence. J'ai pris l'argent et j'ai quitté mon emploi. Pendant ces 25 années, je n'ai pas dormi une seule nuit en paix. Le remords et la culpabilité m'ont constamment tourmenté. Le témoignage de M. Paul était une preuve vivante que l'accident n'était pas une coïncidence, mais une conspiration méticuleusement planifiée. M. Caldwell, ajouta M. Paul, n'était pas seulement cruel, mais aussi très méfiant. Il avait toujours un petit enregistreur installé dans le bureau du PDG pour surveiller toutes ses conversations. Je l'ai vu une fois changer secrètement les piles. Un éclair de lucidité me frappa. Un enregistreur. S'il était toujours là, il était fort probable qu'il ait enregistré des conversations importantes, des preuves qui pourraient exposer les crimes de M. Caldwell. Mais où est ce bureau? Reva Geweller n'existe plus. Son ancien siège social doit maintenant appartenir à une autre entreprise. Alors que nous nous sentions perdus, M. Paul nous a fourni une autre information précieuse. Après la mort du PDG, M. Caldwell a scellé tout son ancien bureau. Il a dit que c'était pour préserver ses souvenirs, mais je sais qu'il avait peur. Peur que quelqu'un trouve quelque chose à l'intérieur. Cette pièce est toujours intacte au dernier étage de l'ancien bâtiment Reva. Tous les indices semblaient converger vers un point, une pièce scellée depuis 25 ans qui pourrait contenir la boîte noire de toute l'affaire. Mais comment pouvions-nous entrer dans un endroit aussi surveillé appartenant à un autre groupe? L'ancien bâtiment Reva s'appelait maintenant Aelion Tower, se dressant au centre-ville comme une forteresse imprenable. L'infiltrer, surtout la pièce scellée au dernier étage, était une mission presque impossible pour des gens ordinaires comme nous. Cela ne peut pas se faire par les voies normales, dit David après avoir fait le tour du bâtiment. Le système de sécurité ici est à la pointe de la technologie. Il y a des caméras de surveillance partout et des gardes patrouillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les portes d'accès à chaque étage utilisent des cartes magnétiques. Il est impossible d'entrer par la porte d'entrée. Alors que nous nous creusions les méninges, nous avons finalement reçu un appel de Liam,
qui était resté silencieux pendant plusieurs jours, avec des nouvelles importantes. J'ai parlé avec mon ami avocat. Il dit qu'en tant qu'enfant biologique, nous avons le droit de demander des informations sur le coffre-fort de notre mère à la banque suisse, mais le processus est très compliqué et prendra au moins quelques mois. Mais il a découvert quelque chose d'intéressant. Il y a 5 ans, au moment où maman Adrienne a envoyé la dernière lettre, quelqu'un d'autre a essayé d'accéder à ce coffre-fort, mais a échoué en raison du manque de pièces d'identité. Qui, demandai-je anxieusement. C'étaient les gens de Monsieur Caldwell. Un frisson me parcourut l'échine. Il savait aussi l'existence de ce coffre-fort. Il le cherchait depuis des années. Cela nous a confirmé encore plus qu'à l'intérieur, il y avait quelque chose qui le menaçait, et cela signifiait aussi que nous n'avions plus beaucoup de temps. Si Monsieur Caldwell découvrait que nous enquêtions, il n'hésiterait pas à agir en premier. L'urgence de la situation nous a forcés à prendre une décision audacieuse. Si nous ne pouvons pas entrer par la porte d'entrée, dis-je en regardant David et Liam, nous allons entrer d'une autre manière. Orolian Tower et notre Miller Tower sont juste à côté l'une de l'autre. La hauteur des toits des 2 bâtiments est presque la même. Ne me dis pas. Liam me regarda avec étonnement. Non, Chloé, c'est trop dangereux. C'est la seule solution, dis-je fermement. Nous n'avons plus de temps. Tu peux désactiver le système de sécurité de Miller Tower. David a la technologie et l'expérience en tant que policier, et moi. Je dois entrer là-bas. Cette pièce est liée à mon passé. Après une longue discussion, ils durent tous les deux accepter à contre-cœur. Le plan a été élaboré avec beaucoup de détails et de prudence. L'heure de l'action a été fixée à 2 heures du matin, lorsque l'activité dans les 2 bâtiments s'arrête complètement. Cette nuit-là, la ville dormait. Seules les faibles lumières des lampadaires restaient allumées. Quand je me suis tenu sur le toit de la Miller Tower avec David, mon cœur battait comme un tambour. Le vent à cette hauteur fouettait violemment mes cheveux. D'ici, le toit de l'Orolian Tower semblait n'être qu'à environ 5 mètres. Ce n'était pas une grande distance, mais c'était un abîme entre la vie et la mort. David prépara soigneusement l'équipement. Il était un expert en la matière. Il utilisa un pistolet spécial pour lancer un câble à haute résistance sur la rambarde du bâtiment d'en face. Le câble était fermement ancré aux 2 extrémités. « J'y vais en premier », dit David d'une voix profonde et rassurante. « Quand j'aurai traversé et sécurisé la zone, tu glisseras le long de la corde. N'aie pas peur. Je te tiendrai fermement. » J'acquiesçai. Mes paumes étaient déjà moites. Je retins mon souffle en regardant David se suspendre adroitement à la corde et traverser le vide sombre. Quelques minutes plus tard, il arriva sain et sauf de l'autre côté et me fit signe que c'était mon tour. Je pris une profonde inspiration et me suis accroché fermement à la corde froide. Tout mon corps était suspendu dans le ciel nocturne. En bas, les lumières de la ville semblaient lointaines, et une petite erreur aurait pu me faire tomber. Mais la pensée de ma mère, de la vérité qui m'attendait de l'autre côté, me donnait de la force. Lorsque mes pieds ont touché la rambarde de la tour Orolian, David s'est précipité pour m'aider. « Tu l'as fait » a-t-il chuchoté fièrement. Nous avons rapidement désactivé les caméras du toit et trouvé notre chemin vers l'escalier de secours. Le bureau scellé se trouvait juste à l'étage inférieur. La vieille serrure n'a posé aucun problème à David. La lourde porte s'est ouverte en grinçant, révélant un espace plongé dans l'obscurité et la poussière depuis 25 ans. Nous avons allumé une petite lampe de poche, et la faible lumière a balayé la pièce. Tout était tel que M. Paul l'avait décrit, le bureau, la bibliothèque, le canapé, tous recouverts d'une épaisse couche de poussière. L'air vicié sentait le temps. Selon M. Paul, l'enregistreur était caché derrière une grande peinture à l'huile sur le mur. David a soigneusement décroché le tableau. Effectivement, un vieil enregistreur à cassette était astucieusement installé dans un petit renfoncement du mur. Est-ce qu'il fonctionnera encore, ai-je demandé avec inquiétude. C'est difficile à dire, a répondu David, mais prenons-le quand même. Pendant que David démontait l'appareil, j'ai commencé à chercher plus loin. Je sentais intuitivement qu'il devait y avoir autre chose dans cette pièce. La lumière de ma lampe de poche a balayé la bibliothèque. Des centaines de vieux livres reliés en cuir, principalement sur la gestion et le droit. Soudain, je me suis souvenu d'une habitude de mon père. En tant que directeur financier, il avait aussi toujours sur lui un petit carnet où il notait les choses les plus importantes, les secrets qu'il ne voulait que personne ne connaisse. Le PDG Riva aurait-il une habitude similaire?
J'ai commencé à retirer les livres un par un, en feuilletant rapidement les pages. Et lorsque j'ai pris un épais livre de droit intitulé Justice et Vérité, j'ai remarqué qu'il était étrangement lourd. En l'ouvrant, j'ai senti mon cœur s'arrêter. L'intérieur du livre était creusé, laissant un espace juste pour un petit carnet noir relié en cuir. Je l'ai ramassé avec des mains tremblantes. C'est ça. Ça doit être ça. Juste à ce moment-là, nous avons entendu des pas et un léger murmure de voix provenant du couloir. Vérifiez attentivement la zone du toit. Je crois avoir aperçu une ombre suspecte. J'ai senti mon cœur tomber dans mon estomac. Nous avions été découverts. Les gardes de sécurité du bâtiment étaient en patrouille. Le chemin du retour était bloqué. Nous étions piégés dans cette pièce secrète. Les pas dans le couloir se rapprochaient. La lumière de la lampe de poche de l'équipe de sécurité filtrait à travers la fissure sous la porte, créant des ombres fantomatiques dans la pièce poussiéreuse. J'ai senti un nœud dans ma poitrine, et une sueur froide a coulé le long de mon dos. Si nous étions pris ici avec ces preuves en main, tout notre plan serait ruiné. Nous serions accusés d'intrusion, et le carnet et l'enregistreur ne verraient jamais la lumière du jour. David m'a fait signe de me taire. Il a rapidement éteint la lampe de poche et m'a tiré derrière une immense vieille armoire à dossier. Nous avons retenu notre souffle, essayant de ne pas faire le moindre bruit. Nous avons entendu le cliquetis d'une clé dans la serrure. Mon cœur était sur le point d'éclater. Ils arrivaient. Cette pièce est scellée depuis longtemps. Qui viendrait ici, dit une voix. Mieux vaut prévenir que guérir, répondit une autre. Ces derniers temps, le patron nous a dit de surveiller de près cette zone. Le patron devait être quelqu'un du camp de Monsieur Caldwell. Malgré tant d'années, il faisait toujours surveiller cet endroit. Cela confirmait encore plus qu'il savait très bien ce qui était caché ici. La serrure a cliqué et la porte s'est ouverte en grinçant. Un faisceau de lumière éblouissant a balayé la pièce. David et moi avons presque cessé de respirer, pressés contre la froide armoire à dossier. Heureusement, l'armoire était très grande, et nous étions cachés dans le coin le plus profond. Vous voyez, rien, juste de la poussière et des toiles d'araignée, dit à nouveau la première voix. Allez, allons vérifier d'autres endroits. Ils se sont attardés à la porte pendant quelques secondes de plus. La lumière a balayé la pièce à nouveau, puis la porte s'est refermée avec fracas. Nous avons entendu la serrure cliquer à nouveau, et les pas se sont estompés. Nous étions en sécurité, au moins pour le moment. J'ai poussé un soupir de soulagement, sentant mes forces m'abandonner. David m'a fait signe d'attendre encore un peu. Environ 10 minutes plus tard, lorsque nous étions sûrs que l'équipe de sécurité était partie, il a rallumé la petite lampe de poche. Nous devons sortir d'ici maintenant, a-t-il chuchoté. Le chemin par lequel nous sommes venus n'est plus sûr. Mais comment? La porte principale est verrouillée, et il y a des gardes dans le couloir. Nous sommes complètement piégés. Le regard de David a balayé la pièce et s'est arrêté sur une petite fenêtre de ventilation près du plafond. C'est la seule issue. Cette fenêtre était très petite et haute, à peine assez grande pour qu'une personne puisse passer. De plus, elle donnait sur la façade du bâtiment. À l'extérieur, il n'y avait qu'une étroite corniche, à peine un pied de large, longeant le mur. C'est trop dangereux, ai-je secoué la tête. Un petit faux pas. Et c'est la seule option, a dit David fermement. Tu me fais confiance? Dans cette situation critique, son calme et sa détermination étaient mon seul soutien. J'ai acquiescé. David a déplacé le vieux bureau contre le mur et a empilé une chaise dessus. Il a grimpé en premier et a soigneusement déverrouillé la fenêtre. Une rafale d'air froid nocturne s'est engouffrée. Ça mène à un balcon de secours au bout du couloir, a-t-il expliqué. C'est à environ 10 mètres. J'y vais en premier et je reviens t'aider. Tu dois juste coller au mur et marcher très lentement. Sur ce, il s'est glissé par la fenêtre et a prudemment marché sur l'étroite corniche. Mon cœur a fait un bond dans ma gorge en le regardant. Une forte rafale de vent aurait pu le faire tomber, mais David s'est déplacé avec un grand professionnalisme. Ses pas étaient fermes, son dos pressé contre le mur. Quelques minutes plus tard, il a atteint le balcon de secours en toute sécurité et m'a fait signe. C'était mon tour. Le carnet et l'enregistreur étaient rangés en sécurité dans mon sac bandoulière. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de ne pas regarder en bas. Mes jambes tremblaient lorsque j'ai mis le pied sur la corniche. J'ai senti tout mon corps se presser contre le mur froid. Le vent sifflait dans mes oreilles,
portant les sons de la ville la nuit. N'aie pas peur. Regarde-moi juste. J'ai entendu la voix de David venant de l'avant, une voix profonde, calme et rassurante. Juste un pas à la fois. Je me suis concentré sur la silhouette de David, essayant de ne pas penser à l'abîme profond en dessous. 10 mètres n'avaient jamais semblé aussi longs. Lorsque ma main a finalement touché celle que David me tendait, j'ai eu l'impression de revenir à la vie. Nous sommes descendus de plusieurs étages par l'escalier de secours, puis nous avons trouvé un moyen de revenir dans le couloir principal. Heureusement, l'équipe de sécurité patrouillait dans une autre zone. Nous sommes rapidement retournés sur le toit et avons retraversé la tour Miller sur la corde. Lorsque mes pieds ont touché un sol familier, je me suis effondré, haletante. L'évasion suffocante était enfin terminée. De retour dans la sécurité de mon appartement, nous ne nous sommes pas reposés, mais avons immédiatement commencé à examiner ce que nous avions rapporté. Liam était également arrivé et a écouté notre histoire avec une expression inquiète. David a soigneusement ouvert le vieil enregistreur. Après avoir manipulé un peu, il a réussi à le faire fonctionner. Nous avons retenu notre souffle et avons écouté attentivement. La vieille cassette a commencé à tourner, émettant la statique du temps, puis nous avons entendu une voix familière, celle du PDG Riva, mon père biologique. Il parlait au téléphone. Je ne suis pas d'accord, vice-président Caldwell. Ce projet est trop risqué. Les flux de trésorerie ne sont pas transparents. Je ne peux pas l'approuver. Après un bref silence, sa voix est devenue plus tranchante. Je vous l'ai déjà dit. N'essayez pas de me tromper. Je sais ce que vous faites dans mon dos. Si vous ne vous arrêtez pas, je révélerai tout au monde entier. L'appel s'est terminé, et mon cœur battait la chamade. C'était la preuve du conflit entre mon père et Monsieur Caldwell. Mais l'enregistrement suivant nous a vraiment stupéfiés. Cette fois, c'était la voix de Monsieur Caldwell. Il parlait à quelqu'un. Le vieil homme a tout découvert. Nous ne pouvons pas le laisser en vie. Un accident de voiture? Oui, il faut que ça ressemble à un accident. Sa famille. Occupez-vous de tout le monde. Ne laissez personne derrière. Et ensuite, Riva sera à nous. Un aveu enregistré il y a 25 ans, un aveu indéniable. Au même moment, j'ai ouvert le carnet noir relié en cuir. À l'intérieur, il n'y avait pas seulement des enregistrements des transactions commerciales de Riva Jewelers, mais aussi de courtes entrées de journal de mon père. Il écrivait sur son inquiétude en découvrant la conspiration de Monsieur Caldwell, son anxiété de se sentir surveillé, et son amour infini pour sa femme et ses 2 jeunes enfants. Et sur la dernière page, il y avait une ligne écrite à la hâte avec une encre spéciale, une encre visible seulement sous la lumière ultraviolette, une habitude prudente des professionnels de la finance. Liam et moi la connaissions bien. Nous avons rapidement éteint les lumières, et David a braqué une petite lampe de poche UV qu'il portait toujours sur lui sur le papier. L'écriture est apparue, toutes les preuves originales, les contrats, les relevés de compte sont dans le coffre-fort à la banque suisse. Numéro XYZ. J'ai confié la clé à Catherine. Si quelque chose m'arrive, faites-lui confiance. Catherine saura quoi faire. Tout est devenu clair. Maman Catherine ne nous a pas seulement élevés, mais était la personne de confiance à qui mon père avait confié la mission de protéger les preuves les plus importantes, l'héritage et l'avenir de ses 2 enfants. L'amour et le sacrifice que nos 2 mères nous ont montrés étaient immenses et grandioses. Les larmes ont de nouveau jailli, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude et de fierté. Nous avions maintenant en nos mains l'aveu du passé, l'indice vers les preuves décisives stockées en Suisse, et les crimes actuels de Monsieur Caldwell. Le plan de la contre-attaque finale, la bataille décisive, était sur le point de commencer. Le filet du ciel avait été tissé étroitement. Il ne restait plus qu'à ce que le plus gros poisson y tombe lui-même. Avec des preuves irréfutables en notre possession, nous savions que l'heure du jugement final était très proche. Mais nous étions également conscients que confronter un vieux renard rusé comme Monsieur Caldwell exigeait de ne pas agir de manière imprudente. Une petite erreur pourrait lui donner l'opportunité de renverser la situation et d'effacer toutes les traces. Nous avons besoin d'un plan parfaitement irréprochable, a dit Liam avec une expression ferme. Nous devons le frapper par surprise sans lui laisser le temps de réagir. Le plan a été élaboré avec la participation de nous 3. Liam, avec sa position dans le monde des affaires, porterait le coup décisif dans l'arène commerciale. David, avec le soutien de ses collègues de confiance, s'occuperait de l'aspect juridique pour ne lui laisser aucune échappatoire,
et je le confronterai directement, devenant la mèche de la bombe qui était sur le point de détonner. La première étape était de résoudre la question en Suisse. Avec l'enregistrement et le carnet comme preuve, et la coopération de la police américaine, l'ami avocat de Liam a rapidement réussi à convaincre la banque suisse. Ils ont accepté d'ouvrir le coffre-fort, mais à condition que je sois présente, et que le processus soit effectué sous la supervision des deux parties. Une semaine plus tard, Liam et moi étions à Zurich, en Suisse. La chambre forte de la banque était froide et silencieuse. Lorsque la boîte métallique familière a été placée sur la table, mon cœur s'est emballé à nouveau. La clé de maman Catherine s'est glissée en douceur dans la serrure, et d'un tour, la porte de la boîte s'est ouverte en cliquetant. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent ou de bijoux, mais une épaisse pile de documents soigneusement emballés dans du plastique. C'étaient tous les originaux des contrats fantômes, les relevés bancaires enregistrant les flux d'argent illicites, et tous les accords secrets que M. Caldwell avait utilisés pour prendre le contrôle de Rivage et Weller. Chaque document portait sa signature manuscrite. C'était l'arme ultime, l'épée finale qui pouvait mettre fin à la carrière de ce démon. Avec l'avocat présent, nous avons fait des copies de tout le matériel et les avons immédiatement envoyés à David. Tout était prêt. À notre retour aux États-Unis, l'atmosphère était tendue. M. Caldwell, après la tentative d'intrusion ratée à la Tour Orléans, semblait avoir senti le danger. Il a commencé à montrer un comportement défensif. Le nombre de ses gardes du corps a doublé, et toutes ses réunions étaient strictement contrôlées. Il essaie d'effacer ses traces et de déplacer ses actifs, a rapporté David lors d'une réunion d'urgence. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Le jour J a été fixé. C'était le jour de l'Assemblée générale annuelle d'Orléans Holdings, un événement majeur qui réunissait tous les dirigeants, les principaux actionnaires et les médias. Ce serait la scène idéale pour nous de mettre fin à cette pièce. Ce matin-là, j'ai choisi une robe rouge foncé, une couleur symbolisant le pouvoir et la détermination. Liam portait son costume élégant habituel, mais dans ses yeux brillait une détermination inhabituellement féroce. Nous avons assisté non pas en tant que concurrents, mais en tant qu'invités d'honneur, une initiative surprenante que Liam avait organisée à l'avance par l'intermédiaire de certains actionnaires favorables à Miller Corporation. L'auditorium du centre de congrès était bondé. M. Caldwell était assis en tête de la scène, conservant toujours une expression de confiance et d'autorité. Il prononçait un discours passionné sur les réalisations d'Orléans Holdings et ses projets d'avenir ambitieux, un discours parfait d'un leader compétent. Lorsque son discours s'est terminé sous des applaudissements tonitruants, Liam m'a fait signe. « Maintenant, excusez-moi. » Une voix a retenti depuis la porte. C'était David qui entrait en uniforme avec une équipe d'enquête. « Monsieur Richard Caldwell, PDG d'Orléans Holdings, nous sommes ici pour exécuter un mandat d'arrêt d'urgence et de perquisition en rapport avec des accusations de meurtre organisé et de détournement d'actifs. » Toute la salle était stupéfaite, et toutes les caméras se sont instantanément tournées vers la scène. Monsieur Caldwell s'est levé d'un bond, son visage changeant, mais il a essayé de garder son sang-froid. « De quoi parlez-vous ? Il doit y avoir une erreur. Je suis un homme d'affaires honnête. Il n'y a pas d'erreur, M. Caldwell. » J'ai élevé la voix en marchant depuis le public. Tous les regards se sont tournés vers moi. Où aimeriez-vous que je vous rappelle l'accident de voiture qui a eu lieu dans les montagnes Rocheuses il y a 25 ans ? En entendant cela, le sang-froid sur son visage s'est complètement effondré. Il m'a regardé, et dans ses yeux brillait la haine et l'étonnement. Liam s'est également levé et est monté sur scène. Il tenait une pile de documents dans sa main. « Et ce que vous avez fait à mon père. L'heure est venue pour vous de payer pour tous vos crimes. » Liam a fait signe à l'équipe technique, et sur l'écran géant derrière M. Caldwell, au lieu des graphiques de croissance, des images de documents, de contrats et de relevés bancaires sont apparus. Au même moment, l'enregistrement de la propre voix de M. Caldwell, ordonnant l'élimination de toute la famille Riva, a résonné dans toute la salle. « Éteignez-le. Éteignez-le maintenant. » M. Caldwell a rugi comme une bête blessée, courant frénétiquement vers le panneau de contrôle. Mais il était trop tard. Toutes les preuves avaient été révélées devant des centaines de personnes, devant les caméras de tout le pays. David et ses collègues se sont rapidement approchés et lui ont mis les menottes. « Richard Caldwell, vous êtes en état d'arrestation. » L'empire Orléans Holdings, construit sur le sang et les larmes des autres, s'est effondré en un instant. Debout sur la scène, j'ai regardé l'ennemi de deux familles être emmené. Je n'ai ressenti aucune jubilation,
mais un étrange soulagement. La justice avait enfin été rendue. Maman, papa, vous regardez? Nous l'avons fait. Au milieu de tout cela, une femme s'est précipitée hors de la foule et s'est agenouillée à mes pieds, pleurant inconsolablement. C'était la femme de Monsieur Caldwell. Mademoiselle Chloé, s'il vous plaît, pardonnez à mon mari. Il était juste trop ambitieux. J'ai regardé la pauvre femme devant moi, puis j'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était toujours bleu, le soleil était toujours chaud, et la vie allait continuer. Mais il y a des erreurs qui ne peuvent jamais être pardonnées. L'affaire de l'effondrement d'Aurelian Holdings a causé un choc énorme, non seulement dans le monde des affaires, mais dans toute la société. Les crimes cachés pendant 25 ans ont finalement été mis en lumière. Les médias ont rapporté et analysé jour après jour la cruauté et la ruse de Monsieur Caldwell. Il est passé du statut d'entrepreneur prospère, d'exemple de succès autodidacte, à celui d'incarnation du mal en un instant. Avec des preuves irréfutables, Monsieur Caldwell a été condamné à la peine maximale pour ses crimes. Ses complices, les subordonnés qui l'avaient aidé pendant des années, ont également été traduits en justice et ont reçu la punition qu'ils méritaient. Après le procès, nos vies sont progressivement revenues à la normale. Miller Corporation, après avoir éliminé un concurrent déloyal, a connu un développement spectaculaire, devenant une entreprise non seulement financièrement saine, mais également respectée pour son éthique commerciale. Liam, après avoir vengé son père, semblait avoir ôté un poids énorme de ses épaules. Il est devenu plus joyeux et ouvert, passant plus de temps avec sa petite famille. Quant à Riva Jewelers, en tant que seuls héritiers légitimes, Liam et moi avons décidé de ne pas la garder. Elle était entachée de trop de sang et de larmes. Nous avons décidé de vendre tous les actifs du groupe. Une partie a été utilisée pour indemniser les victimes et leurs familles qui avaient été lésées par les pratiques illégales de Monsieur Caldwell. Le reste a été utilisé pour créer une fondation caritative appelée la Fondation Adrienne et Catherine, une fondation pour aider les orphelins et les femmes en difficulté. C'était la meilleure façon d'honorer et de remercier nos deux grandes-mères. Un an après la clôture de l'affaire majeure, j'ai reçu une lettre, pas un email, mais une lettre manuscrite provenant d'une adresse en France. L'écriture était beaucoup plus faible, mais je l'ai reconnue instantanément. C'était l'écriture de maman Adrienne. Mes très chers enfants, Liam et Chloé, au moment où vous lirez cette lettre, maman sera dans un endroit très lointain. De l'explosion au mariage au procès final, maman a tout vu. Vous avez été très courageux et fort. Maman est très fière de vous. Je sais que vous ne pardonnerez peut-être jamais à la mère qui vous a abandonné pendant des décennies, mais je n'avais vraiment pas d'autre choix. La mort il y a longtemps était le seul moyen de vous protéger des griffes de ce démon. J'ai dû vivre avec le tourment, la nostalgie et la culpabilité. Mais savoir que vous grandissiez en sécurité sous l'amour de ma sœur Catherine a rendu tous mes sacrifices valables. Maintenant que le méchant a payé pour ses crimes, le lourd fardeau sur mon cœur peut enfin être relâché. Je crois que je peux maintenant partir en paix et retrouver votre père. Soyez heureux, mes enfants. Vivez une vie vraiment significative au nom de votre mère et de votre père. Je vous aime très fort, maman Adrienne. Joint à la lettre se trouvait l'acte de décès de ma mère. Elle était décédée quelques jours seulement après la fin du procès de Monsieur Caldwell. Liam et moi nous sommes enlacés et avons pleuré. C'étaient des larmes de tristesse, mais aussi de compréhension et de paix. Nous pouvions enfin l'appeler maman avec un cœur paisible. Ma vie, après tant de tempêtes, a enfin trouvé un havre de paix. David et moi avons décidé d'organiser un petit mariage chaleureux dans la Napa Valley, où notre amour a commencé. Le jour du mariage, au lieu d'une robe de mariée luxueuse, j'ai choisi une élégante robe de soie d'une douce couleur blush, simple et pure. Dans ma main, au lieu d'un bouquet, j'ai tenu fermement la main de David, l'homme qui m'avait accompagné dans les moments les plus difficiles. Liam m'a regardé avec un sourire heureux, ses yeux brillants de joie. Ava, dans une belle robe de princesse, a dispersé des pétales de rose sur le chemin que nous avons emprunté. Au milieu de cette atmosphère chaleureuse, nous avons eu un invité spécial. C'était Monsieur Paul, l'ancien chauffeur. Il nous a apporté un petit cadeau, une vieille photo de mes parents biologiques dans un simple cadre en bois. Mademoiselle, je vous souhaite tout le bonheur du monde, a-t-il dit d'une voix tremblante. J'ai accepté le cadeau avec un cœur plein d'émotions. Le passé était révolu, mais les bons souvenirs et les bons sentiments duraient toujours. Cet après-midi-là, alors que le soleil se couchait sur les collines vallonnées de Napa, David et moi nous sommes tenus côte à côte en regardant l'horizon lointain. Un nouveau chapitre de la vie,
une nouvelle vie pleine d'amour et d'espoir s'ouvrait devant nous. Je savais qu'à partir de maintenant, aucune tempête ne pourrait me faire tomber, car à mes côtés, il y aurait toujours des gens qui m'aimeraient inconditionnellement. Et je crois que quelque part là-haut, mes 3 parents, mes mères et mes pères, veilleront sur nous et nous béniront avec un sourire.